son époux l'avait délaissée pour une jeunesse éclatante, persuadé d'avoir remporté la partie. Il l'avait abandonnée en larmes, brisée, comme si son existence avait perdu toute valeur marchande. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette histoire ne s'achèverait pas selon ses prévisions. Car parfois, lorsqu'un être vous anéantit, le destin déplace ses propres pions, et ce qui survient ensuite est un spectacle pour lequel nul n'est jamais vraiment préparé. Dites-nous depuis quelle région vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits où justice est rendue. Le petit studio vétuste, niché sous les toits du Marais, embaumait l'ail revenu et le thym frais. Chloé passa un chiffon humide sur la table en bois brut, s'acharnant sur une tâche que seule elle semblait percevoir. Le dîner attendait depuis 1 heure. Un poulet rôti aux herbes de Provence, exactement comme Olivier l'aimait, accompagné de pommes de terre fondantes et d'oignons caramélisés. Des miches de pain tiède reposaient dans un linge propre qui commençait déjà à refroidir. 7 ans à dresser cette même table, 7 ans à espérer qu'il franchisse le seuil avec un sourire, une étreinte, un geste, n'importe lequel, prouvant qu'il se souvenait encore d'elle. Mais cela faisait des mois qu'Olivier avait cessé de la voir. Chloé s'affaissa sur sa chaise habituelle, celle qui offrait une vue directe sur la porte d'entrée. Dehors, le vent froid de novembre sifflait à travers les jointures mal isolées des fenêtres mansardées. Les voisins du dessus se querellaient à propos de factures impayées. Un bébé pleurait 3 étages plus bas. Elle entrelaça ses doigts sur ses genoux, serrant si fort que la douleur irradiait dans ses phalanges. Il était 23h20. Olivier travaillait dans un grand cabinet de conseil à la Défense, à une 30aine de minutes de métro. Il terminait habituellement à 18h, arrivait vers 19h, parfois 20h si le RER subissait des perturbations, mais depuis 3 semaines, il n'apparaissait jamais avant 23h, brandissant toujours la même excuse vide de sens. Réunion supplémentaire. Tu sais comment c'est dans ce milieu, Chloé. Elle voulait le croire. Elle se forçait à ravaler le doute, car accepter la vérité signifiait affronter une réalité qui lui briserait l'âme. La porte s'ouvrit avec violence. Olivier entra, son blazer de marque jeté sur l'épaule, la cravate desserrée, les cheveux parfaitement coiffés au gel, brillant sous la lumière jaune du plafonnier. Un parfum sucré, floral, excessivement féminin, flottait autour de lui. Rien à voir avec le savon de Marseille bon marché que Chloé utilisait. Il ne daigna même pas tourner la tête vers elle. « Tu es rentrée » murmura-t-elle d'une voix si basse qu'elle se perdit dans le ronronnement du vieux réfrigérateur. « Évidemment » répondit-il en laissant tomber ses clés sur la table. Le bruit métallique fit vibrer la vaisselle. « À quoi t'attendais-tu ? Que je dorme au bureau ?» Chloé se leva, s'essuyant les mains sur le tablier fleuri qu'elle avait déniché dans une friperie 2 ans auparavant. Elle marcha vers la cuisinière, souleva le couvercle de la cocotte. Le poulet était tiède, la peau fripée, une pellicule de graisse figée à la surface. « Je t'ai gardé le dîner, je peux encore le réchauffer. » Olivier regarda l'assiette comme si on lui avait offert des restes avariés. Du poulet rôti, encore. Son ton suintait le dégoût pur. « Chloé, tu ne peux pas cuisiner quelque chose de différent, pour une fois ? Mais tu as toujours aimé ce plat. Tu disais que c'était ton favori. » C'était avant. Olivier ouvrit le frigo, sortit une bouteille d'eau minérale, but directement au goulot. « Maintenant, j'ai d'autres goûts. Plus raffiné. » Le mot tomba comme une gifle. Raffiné. Comme si elle était quelque chose de vulgaire, d'usé, sans valeur. Olivier referma la porte du réfrigérateur d'un coup d'épaule, marcha vers le petit salon et se laissa tomber sur le canapé avec un soupir théâtral. Chloé le suivit, restant debout à l'entrée de la kitchenette, ses mains encore humides pressées contre sa poitrine. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» demanda-t-elle, cherchant n'importe quelle raison qui ne soit pas celle qu'elle redoutait le plus. « Non, tout est parfait. » Olivier sortit son smartphone de sa poche, fit glisser son pouce sur l'écran. Un sourire apparut sur ses lèvres. « En fait, mieux que jamais. » Chloé fit un pas vers lui. « Olivier, pourquoi tu ne me parles plus comme avant ?» Il leva les yeux. Son regard était de glace, distant, comme s'il observait une inconnue importune. « Parce que je n'ai plus rien à te dire. » Les mots n'étaient pas criés, ils furent prononcés avec un calme effrayant, comme on mentionnerait la météo ou le prix du carburant. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Rien.
Olivier retourna à son téléphone. C'est justement ça le problème, Chloé. Tu n'as rien fait. Tu ne fais jamais rien. Tu te contentes de cuisiner, nettoyer, pleurer. Tu es ennuyeuse. Un bourdonnement envahit les oreilles de Chloé. Les mots pénétraient lentement, un par un, se plantant comme des échardes sous la peau. Je travaille 2 services pour t'aider avec les charges. Sa voix tremblait. Je fais des ménages, je lave du linge, je fais tout ce que je peux pour que tu puisses. Pour que je puisse quoi? L'interrompit-il, le ton désormais moqueur. Grandir? Avoir du succès? Chloé, tu ne m'aides pas, tu me freines. Elle secoua la tête. Les larmes commencèrent à brûler ses yeux, mais elle cligna des paupières pour les retenir. Ne dis pas ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Eh bien moi, je ne t'aime plus. La phrase fut si directe, si brutale, que Chloé dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Un sanglot s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne puisse le retenir. Olivier se leva du canapé, marcha vers la chambre sans la regarder. Avant de fermer la porte, il s'arrêta, parlant sans se retourner. Ah, et autre chose. Demain, je ramène une collègue à dîner. Prépare quelque chose de décent. Je ne veux pas qu'elle pense que je vis comme un misérable. La porte se ferma avec un claquement qui fit vibrer le cadre. Chloé resta là, debout au milieu du salon, les bras ballants, sans vie le long du corps. Elle marcha vers la table comme si ses jambes ne lui appartenaient plus. Elle s'assit devant l'assiette de nourriture froide, prit sa fourchette, sa main tremblait tant que les dents métalliques cliquetaient contre la faïence. Elle pleura, mais en silence, se couvrant la bouche de sa main libre, car elle savait que si elle pleurait bruyamment, il sortirait de la chambre pour lui hurler d'arrêter son drame. Le portable d'Olivier vibra dans la chambre. Chloé entendit son rire grave, profond, ce genre de rire qu'il ne lui avait pas offert depuis des mois. Puis elle entendit sa voix, intime, tendre. « Je te vois demain, ma belle. Tu verras, tout sera parfait. » Chloé planta sa fourchette dans la chair froide du poulet jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Il rit encore, puis d'une voix claire qui traversa la porte comme un poignard. « Ma femme ne sera jamais à la hauteur, mais toi. Toi, tu le es. » Qui était de l'autre côté du fil? Chloé passa toute la matinée suivante à récurer l'appartement jusqu'à ce que ses mains la brûlent. Elle balaya chaque recoin, battit les coussins du canapé qui libéraient de la poussière au toucher, lava les rideaux qu'elle n'avait pas touchés depuis des mois. Elle acheta des fleurs bon marché chez le fleuriste du coin, des œillets rouges au bord un peu flétris, et les disposa dans un vase en verre ébréché à la base. Olivier n'avait pas précisé qui était cette collègue. Il n'avait pas non plus expliqué pourquoi il voulait l'inviter. Chloé se convainquit que c'était une partenaire professionnelle, une femme sérieuse, sans importance émotionnelle. Elle se le répéta tout l'après-midi en cuisinant. Elle prépara un bœuf bourguignon mijoté, une salade fraîche, du pain de campagne croustillant, des choses qu'elle ne faisait jamais car les ingrédients étaient chers. Elle utilisa l'argent qu'elle avait mis de côté pour payer la facture d'électricité du mois. À 19h précise, la clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit et Chloé vit la femme la plus éblouissante qu'elle ait jamais vue. Elle était jeune, peut-être 29 ans, grande, élancée comme un mannequin de magazine, avec des cheveux châtains clairs coiffés en ondulations parfaites tombant sur ses épaules nues. Elle portait une robe noire ajustée de créateur qui soulignait chaque courbe. Des talons rouges vertigineux, des lèvres peintes de la même teinte carmin. Sa peau semblait illuminée de l'intérieur. Olivier entra derrière elle, souriant d'une manière que Chloé n'avait pas vue depuis des années comme un adolescent amoureux. « Chloé, voici Inès, » dit-il d'un ton fier, presque possessif. « Elle travaille avec moi au service des ressources humaines. » Inès tendit la main vers Chloé. Son sourire était parfait, blanc, digne d'une publicité. « Enchantée, Chloé. Olivier m'a tellement parlé de toi. » Chloé serra la main tendue. Elle était fraîche, douce, sans une seule marque de labeur, sans callosité, sans cicatrice de vaisselle ou de nettoyage de sol. Enchanté. Sa voix sortit brisée, presque inaudible. Olivier ferma la porte, laissa ses clés sur la table avec un bruit sec, marcha vers la cuisine en maître absolu des lieux. Ça sent bon. Tu as fait le bourguignon? Il souleva le couvercle de la cocotte en fonte, inspira profondément,
hocha la tête avec une approbation exagérée. Ça, c'est quand même mieux que le poulet d'hier. Chloé serra les lèvres jusqu'à ne plus les sentir. Inès marcha vers le salon, observant les alentours avec des yeux calculateurs qui enregistraient chaque détail de la vétusté des lieux. Elle s'assit sur le canapé, croisa les jambes avec une élégance impossible, posa son sac à main de luxe sur ses genoux. Quel appartement! Intime, dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Merci, répondit Chloé sans savoir quoi dire d'autre. Olivier servit du vin rouge dans 2 verres à pied. Il en donna un à Inès, s'assit à côté d'elle, beaucoup trop près, leurs genoux se frôlant presque. Chloé resta debout, sentant l'oxygène se raréfier dans ses poumons. « Assieds-toi, Chloé !» ordonna Olivier en pointant le fauteuil individuel face à eux. « Ne reste pas plantée là comme une statue. » Elle obéit, s'asseyant sur le bord du siège, les mains crispées sur ses genoux jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Inès prit une gorgée de vin, posa le verre sur la table basse, regarda Olivier avec un sourire intime qui brisa quelque chose à l'intérieur de Chloé. « Alors, Olivier m'a raconté que vous êtes mariés depuis. Combien d'années ? » 7, répondit Chloé d'une voix à peine audible. 7 ans, répéta Inès comme s'il s'agissait d'une condamnation à perpétuité. C'est long. Olivier rit. Ce fut un rire nerveux. Complice. Oui. Enfin, les choses changent avec le temps. Inès acquiesça, passant une mèche de cheveux derrière son oreille dans un geste étudié. Chaque mouvement était calculé, parfait, répété. Bien sûr que oui. Les gens évoluent, grandissent. Elle marqua une pause, planta ses yeux dans ceux de Chloé. Quoique certains préfèrent stagner. Le coup était subtil, empoisonné. Chloé baissa les yeux, sentant la chaleur monter à son visage. Je travaille beaucoup, je fais ce que je peux. Oh, je ne disais pas ça pour toi, dit Inès avec une fausse douceur. C'était juste une observation générale. Olivier se pencha en avant pour se resservir du vin. Son épaule frôla celle d'Inès. Elle ne s'écarta pas. Chloé sentit la nausée monter. Je vais servir le dîner, murmura-t-elle en se levant si vite qu'elle faillit trébucher. Elle entra dans la kitchenette, appuya ses mains contre l'évier. Sa respiration était saccadée, superficielle. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas devant elle. Pendant qu'elle servait les assiettes, elle entendit le rire d'Olivier. Authentique, profond. Le rire qu'il ne lui avait pas offert depuis des années. Et puis elle entendit la voix d'Inès, basse, intime. Tu es trop bien pour être ici, Olivier. Tu mérites beaucoup plus. Chloé laissa tomber la louche. Elle rebondit contre le plan de travail avec un tintement métallique. Quand elle revint au salon avec les assiettes, Olivier et Inès étaient assis encore plus près. Il avait le bras étendu sur le dossier du canapé, effleurant presque les épaules de la jeune femme. Inès prit l'assiette des mains de Chloé, sourit. Merci, c'est très gentil. Mais quand leurs regards se croisèrent, Chloé vit quelque chose d'étrange dans les yeux d'Inès. Ce n'était pas de la victoire, c'était du dégoût, comme si toucher quelque chose que Chloé avait préparé lui causait une répulsion physique. Olivier mangea avec un appétit exagéré, louant chaque bouchée de manière théâtrale. C'est délicieux, Chloé. Tu devrais toujours cuisiner comme ça. Merci, chuchota-t-elle sans toucher à son propre plat. Inès mangea peu. Elle coupait la viande en morceaux minuscules, les portait à sa bouche avec des mouvements lents, mécaniques. Chaque fois qu'Olivier tentait de toucher sa main, elle la bougeait subtilement, prenant sa serviette ou ajustant ses cheveux. C'était imperceptible, mais c'était là. Quand ils eurent fini de dîner, Olivier se leva pour apporter le dessert. Chloé commença à débarrasser. En se penchant pour prendre l'assiette d'Inès, elle entendit Olivier depuis la cuisine. « Chloé, pourquoi tu ne racontes pas à Inès ce que tu fais dans la vie ?» Chloé se redressa, confuse. « Mon travail ? » ?»« Oui, raconte-lui ce que tu fais. » La voix d'Olivier avait un ton étrange, railleur. « Je fais des ménages et je vends parfois des plats cuisinés. » Inès hocha la tête avec une expression neutre. Olivier revint avec une tarte industrielle. Il s'assit, coupa 3 parts. Chloé nettoie des maisons, répéta-t-il en appuyant sur chaque mot avec mépris. C'est ce qu'elle fait.
pendant que je suis dans un bureau à construire ma carrière, elle récure des sols. Le silence qui suivit fut brutal. Chloé sentit le monde s'arrêter. Inès ne rit pas, ne sourit pas, elle regarda simplement Olivier avec les yeux plissés, comme si elle analysait un insecte nuisible. Mais Olivier continua, c'est pour ça qu'on n'avance jamais. Parce qu'elle n'a pas d'ambition, pas de classe. C'était l'humiliation publique ultime, devant la femme qu'il lui préférait. Chloé se leva, laissant les assiettes sales sur la table, marcha vers la petite salle de bain d'un pas raide, ferma la porte à clé, s'assit sur le bord de la baignoire, se couvrant la bouche des deux mains pour étouffer les pleurs qui menaçaient d'exploser. De l'autre côté de la cloison, elle entendit Inès parler. Sa voix était froide. « Tu parles toujours d'elle comme ça ?» « C'est la vérité, » répondit Olivier sans aucune vergogne. Il y eut un silence. Puis Inès dit, « Je crois que je devrais y aller. » Chloé entendit des pas, des voix basses, la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Quand elle sortit de la salle de bain 10 minutes plus tard, Olivier était assis sur le canapé, souriant, son téléphone à la main. Il ne daigna même pas se retourner pour la voir. Chloé ramassa la vaisselle en silence, lava tout, essuya, rangea. Quand elle eut terminé, elle s'approcha de la fenêtre. En bas dans la rue, Inès était debout près de sa voiture. Elle tenait son téléphone contre son oreille et Chloé vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Inès s'essuya la bouche avec le dos de la main, comme si elle voulait effacer une souillure. Puis elle porta sa main à son estomac, s'inclinant légèrement, respirant profondément, comme si elle venait de supporter quelque chose de répugnant. Pourquoi ses yeux semblaient-ils si tristes? Car ce n'étaient pas les yeux d'une femme victorieuse. 2 semaines plus tard, Chloé pliait du linge propre quand elle entendit le bruit inconfondable de valises raclant le parquet. Elle se figea, une chemise d'Olivier entre les mains. Il sortit de la chambre avec 2 grandes valises, un sac à dos sur l'épaule et un sac poubelle rempli de vêtements. Son visage était un masque d'indifférence absolue. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Chloé en lâchant la chemise. « Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, » répondit Olivier en déposant les valises près de la porte avec fracas. « Je pars. » Les mots tombèrent comme une sentence de mort. Les jambes de Chloé tremblèrent. Elle dut s'appuyer contre le mur. « Tu pars? Où ça? Ça ne te regarde pas. Je suis ta femme. » Olivier lâcha un rire sec, cruel. « Ma femme. Chloé, tu n'es pas ma femme, tu es un boulet. » Le coup fut direct, sans anesthésie. Chloé fit un pas en avant, tendant les mains comme pour chercher quelque chose à quoi se raccrocher. « Olivier, s'il te plaît, parlons. Quoi que ce soit qui ne va pas, on peut arranger ça. » « Je peux. »« Tu peux quoi ?» l'interrompit-il avec un mépris venimeux. « Changer? T'améliorer? Chloé, tu ne seras jamais à la hauteur. Je mérite mieux. » « Mieux, » répéta-t-elle, sentant sa voix se briser. « Qu'est-ce qui est mieux que 7 ans à t'aimer? Qu'est-ce qui est mieux que de travailler 2 services pour t'aider? Qu'est-ce qui est mieux que de cuisiner, nettoyer, t'attendre tous les soirs? » Olivier marcha vers la cuisine, ouvrit le frigo, prit une bouteille de jus d'orange que Chloé avait achetée le matin même, la fourra dans son sac à dos. « Tout ce que tu mentionnes ne vaut rien s'il n'y a pas d'attraction, s'il n'y a pas d'admiration, s'il n'y a pas de niveau. » De niveau? La rage commençait à se mêler à la douleur. Depuis quand je n'ai pas le niveau? Depuis toujours. Olivier ferma son sac d'un coup sec. Regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu parles, regarde comment tu vis. Je suis en pleine ascension, Chloé, et toi tu restes la même femme pauvre que j'ai connue il y a 7 ans. Les mots étaient comme des couteaux bien aiguisés. Chloé porta ses mains à sa poitrine, ressentant une douleur physique aiguë. J'ai tout quitté pour toi. J'ai quitté ma famille en province, j'ai abandonné mes études. Je t'ai suivi à Paris où je ne connaissais personne. Tout pour toi. Personne ne t'y a obligé, dit Olivier avec froideur. C'était tes décisions. Ne me blâme pas pour tes échecs. Il marcha vers la table du salon, débrancha le four à micro-ondes qu'ils avaient acheté ensemble à crédit. Il restait encore 3 échéances à payer. Ce micro-ondes est à nous 2, dit Chloé d'une voix étranglée. J'ai payé la première traite. Il est à moi. J'ai payé les 5 autres.
Olivier la regarda avec des yeux de glace. Tu me dois de l'argent pour toute la nourriture que tu as mangée ces 7 dernières années. Alors tais-toi. Les jambes de Chloé cédèrent. Elle s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Les sanglots sortirent violents, déchirants, incontrôlables. Olivier passa à côté d'elle en traînant ses valises. Il s'arrêta devant la porte, la regardant par-dessus son épaule. Ah, et autre chose, n'essaie pas de me contacter. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je vais voir un avocat pour le divorce. Signe les papiers quand ils arriveront. Pourquoi? Demanda Chloé à travers ses larmes. Pourquoi tu me fais ça? Parce que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Inès, chuchota Chloé. Olivier sourit. Ce fut un sourire arrogant, triomphant. Elle me fait sentir comme l'homme que je suis vraiment, pas comme le raté que toi tu voyais en moi. Je ne t'ai jamais vu comme un raté, dit Chloé d'une voix dévastée. Je t'aimais. Eh bien, ton amour ne suffit pas. Olivier ouvrit la porte, sortit avec ses valises, laissant lui grand ouvert. Chloé resta assise, ses mains tremblantes sur ses genoux, écoutant les pas s'éloigner dans le couloir, l'ascenseur s'ouvrir, les portes se refermer. Silence. Chloé rampa jusqu'à la porte, la verrouilla, se laissa glisser au sol, le dos contre le bois froid, serrant ses genoux contre elle. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge la brûle. Elle pleura jusqu'à ce que ses yeux enflent. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Le lendemain, Chloé essaya d'appeler Olivier. Le téléphone sonna 2 fois, puis la ligne fut coupée. Elle envoya un message. S'il te plaît, parlons. Ne me laisse pas comme ça. La réponse arriva 5 minutes plus tard. Ne me cherche plus. C'est fini. Chloé laissa tomber le téléphone sur le lit vide. En bas de l'immeuble, sur le trottoir, une silhouette féminine observait depuis une voiture sombre. Inès, de son vrai nom, avait les yeux rivés sur la fenêtre du studio. Son visage ne montrait ni triomphe, ni satisfaction, mais de la culpabilité. Elle serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Pardonne-moi » murmura-t-elle, bien que personne ne puisse l'entendre, mais c'est nécessaire. Elle démarra le moteur et s'éloigna. À l'autre bout de la ville, Sandrine, l'amie de Chloé, recevait un appel de sa sœur cadette. « Inès, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix d'Inès sonnait tendue, contrôlée. « J'ai besoin que tu ne dises rien à Chloé à mon sujet, sur ce que je fais. »« De quoi tu parles ?»« Promets-le, Sandrine. »« D'accord, je le promets. »« Mais pourquoi ?» Inès prit une profonde inspiration. « Parce que si mes soupçons sont fondés, cet homme va payer pour ce qu'il lui a fait. Mais elle ne doit pas le savoir encore. Elle doit découvrir sa propre force d'abord. » Sandrine garda le silence. « Pourquoi tu fais ça, Inès ? Tu ne connais même pas Chloé. »« Pourquoi ?» répondit Inès d'une voix brisée. « Parce qu'elle est exactement comme maman, et personne n'a sauvé maman à temps. » L'appel fut coupé. Sandrine resta à regarder son téléphone, sentant un frisson la parcourir. Que manigançait sa sœur? Et pourquoi sentait-elle que tout cela finirait d'une manière que personne n'attendait? Chloé portait les mêmes vêtements depuis 3 jours. L'appartement sentait le renfermé et le désespoir. Les rideaux restaient tirés. Les vêtements qu'Olivier avait laissés traîner demeuraient au même endroit. Elle n'avait plus de force. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait sa voix, « Tu me dois de l'argent pour la nourriture que tu as mangée. » Chaque fois qu'elle respirait, le poids de la solitude lui écrasait les côtes. La sonnette retentit. Chloé ne bougea pas. Elle était allongée sur le canapé, le regard perdu au plafond. La sonnette insista. « Chloé, c'est moi. »« Sandrine, ouvre. » La voix de son amie traversa la porte. Chloé ferma les yeux, sans envie de parler, sans envie d'exister. Mais Sandrine ne partit pas. Elle continua de frapper, d'appeler, jusqu'à ce que Chloé n'ait d'autre choix que de se lever. Elle ouvrit la porte. Sandrine entra comme un ouragan avec 2 sacs de courses. « Oh, mon Dieu ! Chloé, c'est quand la dernière fois que tu as mangé ? » « Je ne sais pas, » murmura Chloé. Sandrine posa les sacs sur la table,
ouvrit les rideaux d'un geste brusque. La lumière du soleil entra violemment, obligeant Chloé à plisser les yeux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sandrine commença à sortir de la nourriture, baguettes, fromage, fruits, poulet rôti. Tu vas manger, tu vas prendre une douche et tu vas vivre. Je ne veux pas vivre, dit Chloé d'une voix morte. Sandrine s'arrêta, posa le paquet de riz sur la table, marcha vers Chloé, la saisit par les épaules. Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. C'est la vérité. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Il m'a laissé, Sandrine. Il m'a laissé comme si j'étais une ordure. C'est lui l'ordure, pas toi. Je m'en fiche. Je l'aime. Sandrine serra les épaules de Chloé. Il ne te mérite pas. Et un jour, tu le verras. Chloé secoua la tête. Je ne verrai rien. Je vais juste rester ici, seule, à être la même femme qui n'a pas été à la hauteur. Sandrine la serra fort dans ses bras. Cette nuit-là, après le départ de Sandrine, Chloé ne put dormir. Elle se leva à 2 heures du matin, marcha vers la fenêtre et vit quelque chose, une ombre féminine, haute, mince, marchant sur le trottoir avec quelque chose dans les mains. Chloé plissa les yeux. La silhouette s'arrêta devant l'immeuble. Elle regarda vers le haut, vers sa fenêtre. Chloé se cacha derrière le rideau. La silhouette déposa quelque chose au sol près de la porte principale et s'éloigna rapidement, disparaissant dans la pénombre. Chloé attendit 5 minutes, 10, 15. Puis elle descendit les escaliers, le cœur battant la chamade. Près de la porte, il y avait une enveloppe Kraft sans expéditeur, sans nom. Chloé la ramassa, remonta rapidement, verrouilla la porte, s'assit à la table de la cuisine, ouvrant l'enveloppe de ses mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait 3 relevés bancaires du compte joint, des messages imprimés d'un numéro inconnu, des dates entourées en rouge où Olivier avait retiré de l'argent sans la prévenir, des reçus de dîner coûteux dans des restaurants où il ne l'avait jamais emmené, et une note manuscrite. Il ne t'a jamais valorisé, mais quelqu'un le fait. Tu n'es pas seul. Chloé laissa tomber les papiers sur la table, regarda les relevés. Les dates, les montants, les mensonges. Olivier lui avait volé de l'argent pendant des mois. Il retirait du liquide du compte commun. Il le dépensait en restaurant, hôtel, cadeaux. Pour une autre. La tristesse commença à se transformer, non pas en pleurs, mais en rage. Chloé se leva brusquement, prit les papiers, les glissa dans un vieux classeur, s'habilla rapidement avec ce qu'elle trouva en premier. Elle sortit de l'appartement à 3 heures du matin, marcha 3 pâtés de maison jusqu'à une boutique de reprographie ouverte 24h24. Elle fit des copies de tout. Elle acheta une nouvelle enveloppe, écrivit une adresse qu'elle n'oublierait jamais, le bureau d'Olivier à la Défense. Elle n'allait pas l'envoyer tout de suite, mais elle le garderait prêt. Elle retourna à l'appartement alors que le soleil commençait à se lever sur les toits de zinc. Elle s'assit à la table de la cuisine avec le dossier devant elle. Elle n'était plus la même femme qui pleurait en silence. Elle était quelqu'un de différent, quelqu'un qui venait de découvrir qu'elle avait des crocs. Le lendemain, Chloé appela Sandrine. « J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. » « Bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il te faut ?» Chloé prit une grande inspiration. « Je veux tout savoir sur Inès, la femme avec qui Olivier m'a quitté. Je veux savoir qui elle est, où elle vit, ce qu'elle fait, tout. » Sandrine garda le silence. « Chloé, tu es sûre ? » ?»« Oui. Quelqu'un m'aide et j'ai besoin de savoir qui c'est, parce que quand je le découvrirai, je lui rendrai l'appareil. » L'appel se termina. Chloé resta assise avec les relevés bancaires devant elle. Elle n'était plus seule. Et cela changeait tout. Dans un autre quartier de Paris, Inès, la femme qu'Olivier connaissait sous ce nom, était assise dans son appartement, un dossier épais devant elle, photographies, enregistrements, messages, tout ce dont elle avait besoin pour anéantir Olivier. Mais pas maintenant. Pas encore. D'abord, Chloé devait trouver sa force. D'abord, Chloé devait se relever seule. Alors seulement, Inès porterait le coup de grâce. Elle referma le dossier, regarda une vieille photo sur son bureau. Sa mère, jeune, souriant avant que le mariage ne la brise. Bientôt, maman, chuchota-t-elle. Bientôt, je ferai ce que personne n'a fait pour toi.
Pourquoi quelqu'un ferait-il tout cela pour Chloé? Qui se cachait réellement derrière le masque d'Inès? Une semaine après l'enveloppe mystérieuse, Chloé était assise à la table de la cuisine avec un vieux carnet et un crayon émoussé. La page était noircie de chiffres. Le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture. Chaque addition se terminait dans le rouge, elle n'avait pas assez d'argent. Olivier avait emporté plus de la moitié de leurs économies avant de partir, ce qu'il restait couvrirait à peine 2 mois de loyer. Chloé mordilla le crayon en regardant la vieille gazinière. Puis elle regarda ses mains abîmées, marquées par des années de travail acharné, des mains qui savaient cuisiner. Elle se leva, ouvrit le frigo. Sandrine avait laissé des ingrédients, poulet, légumes, herbes, crème. Peut-être qu'elle pouvait en faire quelque chose. Le lendemain, Chloé prépara 20 parts de poulet rôti façon grand-mère avec des légumes glacés, les emballa dans des boîtes en carton recyclé, y apposa des étiquettes écrites à la main au feutre noir. Elle descendit les escaliers avec un sac isotherme lourd sur l'épaule. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle marcha jusqu'à la laverie automatique du quartier où elle travaillait, nettoyant 2 fois par semaine. La propriétaire, Marie-Thérèse, pliait des draps blancs qui sentaient l'adoucissant. « Marie-Thérèse, dit Chloé d'une voix étranglée, je peux vous proposer quelque chose ?» La vieille dame leva les yeux. Chloé sortit l'une des boîtes, l'ouvrant avec des doigts incertains. « J'ai fait de la cuisine maison. J'ai pensé que peut-être vous ou vos clients. » Elle ne termina pas sa phrase. La honte lui brûlait les joues. Marie-Thérèse prit la boîte, la renifla profondément. Un sourire apparut sur son visage ridé. « Ça sent la cuisine de ma mère. » Elle sortit un billet de 10 € de son tablier. « Donne-en-moi 2. » Chloé cligna des yeux, incrédule. « Vraiment ? C'est pas cher. Vous devriez payer moins. Tais-toi et prends l'argent. C'est du travail, ça se paie. » Cet après-midi-là, Chloé vendit 18 des 20 plats aux clients de la laverie. Les 2 restants, elle les offrit à Jean-Pierre, le voisin de 70 ans qui lui demandait toujours si elle avait besoin de quelque chose. Quand elle rentra au studio, elle compta l'argent sur la table. 120 €. C'était peu, mais c'était à elle. Cette nuit-là, elle dormit pour la première fois depuis des semaines sans pleurer. Le lendemain, elle prépara 30 plats, un bœuf bourguignon fondant, qui furent vendus avant midi. Sandrine apparut le 3e jour avec une inconnue, grande, en tailleur élégant et mallette en cuir noir. « Chloé, voici Léa, elle travaille dans une grande tour à la Défense. Elle veut goûter ta cuisine. » Léa regarda Chloé avec des yeux qui évaluaient tout. « Combien tu prends pour le service complet ? » Déjeuner pour un bureau de 15 personnes. Chloé bégaya, sentant sa langue s'en mêler. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi grand. Tu peux le faire ? Chloé regarda Sandrine. Son amie hocha la tête avec fermeté, avec ses yeux qui disaient « Dis oui. » « Oui, je peux le faire. » « Parfait. Je te paie 250 €. J'ai besoin de la livraison vendredi. » Léa laissa sa carte de visite sur la table et partit sans plus de mots. Chloé regarda la carte comme si c'était un ticket gagnant du loto. Cette semaine-là, elle travailla sans relâche. Elle dormait 4 heures par nuit. Elle cuisinait de 5 heures du matin à 22 heures. Ses mains lui faisaient mal à force d'éplucher des légumes. Son dos la brûlait à force de rester debout devant les fourneaux. Ses pieds enflaient dans ses vieilles chaussures. Mais chaque plat vendu était un pas de plus loin d'Olivier. Le vendredi arriva avec 30 déjeuners parfaitement emballés, étiquetés avec son nom écrit à la main, la cuisine de Chloé. Léa les réceptionna à l'accueil de sa tour de bureau, en ouvrit un, goûta une bouchée, mâcha doucement les yeux mi-clos. C'est incroyable. Chloé relâcha l'air qu'elle avait retenu. Merci. Léa sortit son smartphone de la poche de son tailleur. Ça te dérange si je te prends en photo ? Je veux mettre ça sur mes réseaux. Oh, non. Je ne suis pas. Mais Léa pointait déjà l'objectif. Chloé, avec son tablier taché de sauce, ses cheveux relevés en une queue de cheval décoiffée, tenant les plats avec un sourire timide qui osait à peine exister. Parfait, dit Léa en tapant rapidement sur son écran. Je vais te taguer. Tu as des réseaux sociaux ? Non. Eh bien crée-les,
ça va exploser. Chloé ne comprit pas ce qu'elle voulait dire par ces mots, mais ce soir-là, quand Sandrine arriva en courant à l'appartement avec son portable à la main et les yeux brillants, elle le sut. Chloé, tu dois voir ça. La vidéo montrait Chloé livrant les repas avec une légende qui disait « Cette femme cuisine avec son âme. Cuisine maison faite avec amour à prix juste. Soutenez-la. » La vidéo avait 10 000 vues et le chiffre continuait de grimper comme de l'eau bouillante. Cette vidéo allait-elle changer son destin pour toujours? Le lendemain, le portable de Chloé ne cessa de sonner. Des messages de numéros inconnus remplissaient l'écran. Vous faites des livraisons à domicile? Combien pour une fête de 20 personnes? J'ai vu votre vidéo, je veux commander. Chloé regardait l'écran sans pouvoir croire ce qu'elle lisait. Ses doigts tremblaient sur la vitre du téléphone. Sandrine arriva à 8 heures du matin avec plus de nouvelles, presque à bout de souffle. La vidéo a 150 000 vues. 150 000, Chloé. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Les gens veulent te soutenir. Ils voient ton histoire, ils voient ton effort. Cette semaine-là, Chloé reçut 40 commandes. Elle dut cuisiner jour et nuit. Elle dormait 2 heures quand son corps ne tenait plus. Elle achetait des ingrédients en gros au marché de Rungis avec l'aide d'un ami de Sandrine. Elle emballait des plats jusqu'à ce que ses doigts saignent à force de manipuler du papier aluminium chaud et des récipients brûlants. Mais chaque commande livrée signifiait de l'argent. De l'argent qui n'était qu'à elle, que personne ne pouvait lui enlever. L'appartement se transforma. La table du salon devint une station d'emballage. La cuisine sentait en permanence le cumin, l'ail, l'origan. Les marmites bouillonnaient toute la journée comme de petits volcans. Sandrine venait après son travail pour aider à emballer. Marie-Thérèse rapportait des tupperwares usagés qu'elle nettoyait ensemble à l'eau bouillante et au savon. Jean-Pierre descendait les sacs lourds jusqu'à la vieille Twingo que Chloé avait louée, les portant comme s'ils étaient des plumes. Pour la première fois depuis des années, Chloé n'était pas seule, mais elle était aussi au bord de l'effondrement. Une nuit, alors qu'elle lavait la dernière casserole sous l'eau froide qui lui engourdissait les doigts, Chloé sentit ses jambes céder. Elle s'appuya contre l'évier, haletant, la sueur coulant sur son front. « Je ne peux plus », chuchota-t-elle à l'air vide de l'appartement. Mais le lendemain, elle se leva encore, parce qu'abandonner signifiait redevenir dépendante de quelqu'un comme Olivier, et cela n'arriverait plus jamais. Jamais. 2 semaines après la vidéo, Chloé compta ses gains sur la table de la cuisine. 2 500 € en billets froissés. Elle pleura, mais cette fois pas de tristesse, de fierté, de force, de victoire petite mais réelle. À l'autre bout de Paris, dans un appartement moderne du 16e arrondissement avec vue sur la tour Eiffel illuminée, Olivier était affalé sur le canapé en cuir, son smartphone à la main. Il faisait défiler l'écran sans intérêt jusqu'à ce qu'il voie quelque chose qui le fit s'arrêter net. Une vidéo de Chloé, sa Chloé, souriant, livrant de la nourriture, avec des commentaires qui disaient « Quelle femme courageuse !» Ça sait s'en sortir. Soutien total à cette guerrière. Olivier sentit la rage grimper dans sa poitrine comme un serpent. C'est quoi ce bordel? Inès était dans la cuisine américaine, servant du grand cru dans 2 verres en cristal. Quand elle revint d'un pas mesuré, elle vit l'expression d'Olivier. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Il lui montra la vidéo, le téléphone tremblant dans sa main. Ma femme joue les victimes sur les réseaux sociaux. Inès regarda l'écran. Son visage resta de marbre. Peut-être qu'elle travaille juste, non? Olivier jeta le portable sur le canapé avec violence. Elle fait ça pour me provoquer, pour que je passe pour le méchant. Tout ce qu'elle fait, c'est par dépit. Inès prit une gorgée de vin. Sa mâchoire était tendue comme une corde de guitare. Pourquoi ça t'importe tant ce qu'elle fait? Olivier la regarda comme si la question était absurde. Parce qu'elle me fait passer pour un monstre, comme si c'était moi qui l'avais abandonnée sans raison. Et ce n'est pas le cas. Le silence fut tranchant comme une lame. Olivier plissa les yeux, l'étudiant. De quel côté tu es? Inès sourit, mais ce fut un sourire froid, calculé, répété. Du tien, bien sûr. Elle posa son verre sur la table basse en verre trempé. Je dis juste que peut-être tu devrais la laisser tranquille. Si tu réagis, tu lui donnes du pouvoir. Olivier grogna, mais ne répondit pas. Inès marcha vers la salle de bain,
tourna le verrou avec un clic métallique, sortit son propre téléphone, chercha la vidéo de Chloé, la regarda en entier et, pour la première fois depuis des semaines, un sourire authentique apparut sur son visage. « Bien joué, Chloé » chuchota-t-elle à l'écran. « Continue comme ça. » Elle rangea le téléphone, se regarda dans le miroir et le sourire disparut comme de la fumée, car elle savait que ce qui venait maintenant allait être plus difficile, plus sombre, plus dangereux, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Que planifiait-elle dans l'ombre? Inès avait étudié les hommes comme Olivier toute sa vie. Elle les connaissait mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Elle savait exactement comment fonctionnait leur cerveau simple et prévisible. Des hommes qui avaient besoin de se sentir supérieurs pour exister. Des hommes qui mesuraient leur valeur à l'aune de ce qu'ils contrôlaient. Des hommes qui confondaient manipulation et intelligence. Et Olivier était l'exemple parfait du manuel. Ce soir-là, Inès arriva à l'appartement d'Olivier avec une robe noire ajustée et un sourire répété devant le miroir. Il ouvrit la porte, tenta de l'embrasser sur les lèvres. Elle tourna le visage avec douceur. « Attends » dit-elle en lui touchant le torse d'un doigt manucuré, le repoussant gentiment vers l'arrière. « D'abord, je veux parler. » Olivier fronça les sourcils, confus, mais recula. Ils s'assirent sur le canapé. Inès laissa son sac loin, de l'autre côté du salon. Elle croisa les jambes, maintenant une distance physique calculée. « De quoi tu veux parler ?» demanda Olivier, impatient comme un enfant gâté. « De nous. » Inès le regarda droit dans les yeux. « Où est-ce que ça va? Où est-ce que tu veux que ça aille? Je veux être avec toi. Je veux être avec un homme qui a du succès, un homme qui a de l'avenir, pas avec quelqu'un qui vit dans le passé. » Olivier se redressa comme un chien en alerte. « J'ai de l'avenir, je grimpe les échelons au cabinet. Je vais. » « Tu vas quoi? » l'interrompit Inès d'une voix coupante. « Parce que ce que je vois, c'est un homme qui parle beaucoup, mais qui ne montre pas de résultats. » Le coup fut direct à l'ego, juste là où ça fait le plus mal. Olivier serra la mâchoire jusqu'à ce que les muscles saillent. « Tu es injuste. Je suis honnête. » Inès se pencha en avant, mais sans le toucher. « Si tu veux que je sois avec toi, j'ai besoin de voir une vraie ambition, pas des mots. Des faits. » Olivier déglutit, l'orgueil luttant avec l'insécurité. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Inès sourit. Ce fut un sourire parfait, pratiqué 1000 fois. « Surprends-moi. » Au cours des semaines suivantes, Olivier devint un homme obsédé. Il acheta des costumes sur mesure qu'il ne pouvait pas payer, débitant des cartes de crédit déjà saturées. Il réserva des tables dans des restaurants étoilés où les serveurs le regardaient avec condescendance car ils ne savaient pas quel vin commander. Il loua une voiture de sport pour l'impressionner, mentant sur son salaire. Il demanda de petits prêts à des collègues pour maintenir l'apparence du succès. Chaque fois qu'il arrivait avec un cadeau, Inès le recevait avec un enthousiasme mesuré, calculé au millimètre. « Tu es incroyable » disait-elle en lui touchant brièvement le bras avant de s'éloigner comme de l'eau qui s'échappe. Chaque fois qu'il tentait quelque chose de plus intime, elle trouvait une excuse parfaite. « Pas aujourd'hui. »« Non, je suis fatigué du travail. »« Mieux vaut attendre. »« Je veux que ce soit spécial. »« Je ne suis pas pressé. »« Les bonnes choses prennent du temps. »« Non. » Olivier ne soupçonna jamais rien parce qu'Inès était passée maître dans l'art de lui faire sentir que la conquête était à un pas, toujours un pas de plus. Un soir, dans un bar huppé du centre où Olivier avait dépensé 300 € en dîner et cocktail, il but trop. L'alcool lui délia la langue. Inès laissa son smartphone enregistré discrètement à l'intérieur de son sac ouvert sur la table, l'objectif pointé vers lui. « Tu sais ce qui est le mieux quand je suis avec toi ?» dit Olivier, les mots pâteux. « C'est qu'enfin j'ai quelqu'un qui en vaut la peine, pas comme Chloé. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Parce qu'elle n'a jamais rien été. » Olivier rit en frappant la table de sa paume ouverte. « Je contrôlais tout l'argent. Elle n'existait pas sans moi. Elle ne savait même pas combien il y avait sur le compte. » Inès hocha la tête en prenant une gorgée d'eau minérale. Elle ne pouvait pas boire. Elle avait besoin d'avoir l'esprit clair. Et elle ne disait rien. Qu'aurait-elle dit? Olivier se pencha en avant, les yeux vitreux brillants sous les lumières tamisées. Je lui faisais croire qu'on était pauvre.
Pendant ce temps, je mettais de l'argent de côté pour moi, pour quand le moment serait venu de me tirer. Inès sourit avec les lèvres, mais à l'intérieur, elle ressentait un dégoût qui lui retournait l'estomac. Tu es très intelligent, mentit-elle, chaque mot couvert d'un poison invisible. Olivier se gonfla d'orgueil comme un paon. Quand la soirée se termina, il tenta de l'embrasser avec une haleine chargée d'alcool. Inès le permit pendant 2 secondes éternelles. Ce fut froid, mécanique, sans aucune émotion. Elle compta mentalement, 1, 2. Dès qu'il se retourna pour appeler un taxi, elle s'essuya la bouche avec force en utilisant sa serviette en tissu, la serrant entre ses doigts jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Elle dut se contenir pour ne pas vomir là, sur le trottoir. Cette nuit-là, Inès rentra chez elle, téléchargea l'audio de l'enregistrement sur son ordinateur, le rangea dans un dossier numérique étiqueté preuve, Olivier Mercier, aveu financier. Elle s'assit devant son bureau, regardant le dossier qui contenait maintenant 15 fichiers organisés par date, messages où il insultait Chloé, photos de reçus de dépenses excessives, audio d'aveux incriminants, tout ce dont elle avait besoin pour le détruire complètement. Mais ce n'était pas encore le moment juste. D'abord, elle avait besoin que son monde professionnel commence à s'effriter comme un château de sable, et pour cela, elle devait planter des graines de doute chez les bonnes personnes, celles qui avaient du pouvoir sur lui. Elle se rinça la bouche 3 fois avec un bain de bouche qui lui brûla la langue. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain, vit sa mère dans le reflet, vit des années de souffrance silencieuse. C'est presque fini, maman, chuchota-t-elle à l'image du miroir. C'est presque fini. Pour qui rassemblait-elle toute cette information létale? Et quand porterait-elle le coup final qui détruirait Olivier pour toujours? Inès savait quelque chose d'important sur la destruction d'un homme puissant, on ne le fait pas avec des scandales publics immédiats, on le fait avec des murmures bien placés. Au cours des 2 semaines suivantes, Inès visita le cabinet où Olivier travaillait à 3 reprises, toujours avec des excuses différentes qui semblaient innocentes. Lui apporter un déjeuner oublié, récupérer des documents importants, l'attendre après les heures de bureau. Mais le véritable objectif était de parler avec ses collègues soigneusement sélectionnés. La première fut Élodie, l'assistante administrative qui travaillait dans le open space à côté du bureau d'Olivier. Une femme de 40 ans avec des yeux qui ne perdaient aucun détail. Inès la trouva à la machine à café. « Bonjour, je suis Inès, la compagne d'Olivier. » Élodie sourit avec une politesse forcée, professionnelle. « Ah, oui, il t'a mentionné. » Inès se servit un café dans un gobelet en carton, ajoutant du sucre lentement, comptant les secondes. « Dis-moi, je voulais te demander quelque chose, dit-elle d'un ton décontracté, comme qui demande l'heure. Olivier arrive toujours tard parce que... Ces derniers temps. Élodie haussa les sourcils, intéressée. Il arrive tard avec toi aussi? Je pensais qu'il ne le faisait qu'ici. Inès feignit une surprise parfaite. Sérieusement? Oui, cette semaine il est arrivé tard 3 fois et toujours avec des excuses différentes qui ne collent pas. Élodie baissa la voix, se rapprochant. Entre toi et moi, je crois que le directeur l'a déjà remarqué. Inès acquiesça en prenant une gorgée de café amer. C'est bizarre. À moi, il me dit qu'il fait des heures supplémentaires. Élodie lâcha un rire sec, incrédule. Des heures sup. Bien sûr, c'est ça. Cette conversation suffit à planter la première graine. 2 jours plus tard, Inès parla avec Marc, le superviseur du département d'Olivier. Un homme sérieux de 50 ans aux lunettes épaisses. Elle feignit une inquiétude sincère, répétée devant le miroir. « Excusez-moi, vous êtes le chef d'Olivier » Marc acquiesça en arrêtant de taper sur son ordinateur. « Oui, il se passe quelque chose ?» C'est que... Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais Olivier a été très stressé dernièrement. Il rentre à la maison irrité, furieux. Il dit qu'il y a des problèmes graves au travail. Marc fronça les sourcils, ôtant ses lunettes. Des problèmes? Oui, quelque chose à propos d'un projet qui ne s'est pas bien passé, mais il dit que c'était la faute de quelqu'un d'autre, qu'on l'a trahi. Marc ne répondit pas immédiatement, mais Inès vit comment son expression changeait, comment les engrenages tournaient dans sa tête. Elle savait qu'elle avait planté la bonne graine dans un terrain fertile. Durant la semaine suivante, Olivier commença à se comporter plus mal au travail, comme si quelque chose d'obscur le consumait. Il arrivait en retard sans explication crédible.
Il blâmait les autres pour ses erreurs d'une voix forte. Il parlait avec une arrogance insupportable, comme s'il était intouchable, comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Élodie fit des commentaires à d'autres collègues à l'heure du déjeuner. Marc commença à l'observer de plus près, prenant des notes discrètes, et Olivier, aveuglé par son propre ego gonflé, ne se rendit pas compte que sa réputation s'effondrait comme un immeuble en démolition. Un vendredi après-midi, Inès l'accompagna à un pot de départ d'un collègue dans un bar proche. Olivier but bière après bière. Il commença à parler fort, interrompant les conversations des autres, racontant des blagues dont personne ne riait, laissant des silences gênants flotter dans l'air. Inès observait en silence depuis un coin, comme une scientifique étudiant une expérience. Jusqu'à ce qu'Olivier dise quelque chose qui franchit la ligne invisible. Un collègue timide mentionna que sa femme venait d'ouvrir une petite entreprise de pâtisserie à domicile. Olivier lâcha un rire explosif, désagréable. « Ta femme ? Laisse-moi deviner, elle fait des cupcakes dans sa cuisine et les vend à ses copines ?» Le collègue serra la mâchoire, ravalant sa rage. « Oui. Un problème avec ça ? Non, non. Je dis juste que ce n'est pas un vrai business. C'est un passe-temps de femme au foyer qui s'ennuie. » Olivier prit une autre longue gorgée. Les femmes croient toujours que vendre de la bouffe maison fait d'elles des entrepreneuses. C'est pathétique. Le silence qui suivit fut lourd, dense, inconfortable. Inès vit plusieurs collègues échanger des regards de désapprobation. Elle vit comment Marc, le superviseur, prenait une note mentale depuis le comptoir. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Olivier venait de creuser sa propre tombe sociale avec ses propres mains. Le lendemain, lundi matin, Marc convoqua Olivier dans son bureau privé. Olivier entra confiant, attendant peut-être une promotion, un éloge. Marc ferma la porte à clé, s'assit derrière son bureau en métal, croisa les mains sur la surface propre. « Nous devons parler de ton comportement récent. » Le sourire d'Olivier se figea comme de la glace. « Mon comportement ? Tu es arrivé en retard 4 fois ce mois-ci sans justification valable. Tes collègues se plaignent que tu n'assumes pas la responsabilité de tes erreurs. Et vendredi, au pot de départ de Charles, tu as insulté indirectement plusieurs collègues avec des commentaires sexistes. » Olivier cligna des yeux rapidement, assimilant l'information. « Je n'ai insulté personne, je plaisantais juste entre amis. » Ça n'a sonné comme une blague pour personne. Marc se pencha en avant. « Olivier, ce cabinet valorise le respect et la collaboration par-dessus tout. Si tu ne peux pas maintenir ces standards basiques, nous allons avoir de sérieux problèmes. » Olivier sortit de ce bureau le visage rouge de rage contenue, les mains tremblantes. Ce soir-là, il arriva à l'appartement en claquant la porte si fort que les murs vibrèrent. Inès était assise sur le canapé, feignant de lire un magazine de mode. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mon chef est un idiot sans vision, » grogna Olivier en jetant son blazer sur une chaise avec violence. « Il m'a appelé pour me dire que mon attitude est un problème. » « Tu peux croire ça ? » Inès ferma le magazine doucement. « Peut-être qu'il a raison. » Olivier la regarda comme si elle l'avait giflé. « Qu'est-ce que tu as dit ? Peut-être que tu devrais l'écouter. » Inès se leva. « J'ai remarqué que dernièrement tu as été différent, plus agressif, plus arrogant. Plus insupportable. Maintenant toi aussi tu es contre moi. Je ne suis pas contre toi. J'essaie de t'aider à voir la réalité. » Olivier marcha vers elle d'un pas lourd, les yeux enflammés de fureur. « Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me fasses confiance sans me remettre en question. » Inès le regarda fixement sans ciller. « Je te fais confiance, mais je vois aussi ce qui se passe, et si tu ne changes pas bientôt, tu vas tout perdre. » Olivier ne répondit pas, il s'enferma simplement dans la chambre en claquant une autre porte. Inès resta debout dans le salon, les bras croisés, regardant le bois qui vibrait encore. Elle sortit son portable, écrivit un message à un numéro sans nom enregistré dans son répertoire. Tout se passe selon le plan. Bientôt il sera prêt pour la chute finale. Elle envoya le message, le relut une fois de plus, puis l'effaça complètement, nettoyant toute trace. Le lendemain, Marc convoqua une réunion urgente avec le département des ressources humaines. Le sujet écrit à l'ordre du jour, évaluation de la performance et du comportement d'Olivier Mercier. Que savait exactement le chef ?
Et combien de temps restait-il à Olivier avant que son monde parfait ne s'écroule complètement? Chloé travaillait depuis 3 semaines sans arrêt. Le commerce de plats cuisinés grandissait chaque jour, mais son corps commençait à présenter la facture. Ce matin-là, alors qu'elle préparait 50 commandes de poulet basquaise, elle sentit que les murs se refermaient autour d'elle. La vapeur des marmites lui brouillait la vue. Le bruit des couvercles heurtant le métal lui perçait les oreilles comme des aiguilles. Elle s'appuya contre l'évier, tentant de respirer profondément, mais l'air ne venait pas. Sa poitrine se serra comme si quelqu'un lui avait attaché une ceinture et tirait de toutes ses forces. Ses mains commencèrent à trembler si violemment qu'elle dut lâcher le rebord métallique. Ses genoux cédèrent sans prévenir. Elle tomba sur le carrelage de la cuisine, le dos contre le frigo qui bourdonnait comme un vieux moteur. Elle serra ses jambes contre elle, tentant de contrôler quelque chose, n'importe quoi. Sa gorge se ferma. Ses poumons semblaient de pierre. La panique la consumait entière, la dévorant de l'intérieur comme un feu sauvage qui avance sans pitié. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Les mots sortirent en murmures brisés, étouffés, inutiles. La sonnette retentit. Chloé tenta de bouger, impossible. Son corps pesait comme si elle était coulée dans du béton frais. La sonnette insista. Puis des coups à la porte, ferme, insistant. Chloé, c'est moi. Marie-Thérèse. Ouvre, ma fille. Elle tenta de répondre, mais la voix ne sortait pas. Seulement un gémissement faible qui se perdit dans le bruit du frigo. Il y eut un silence. Puis le bruit d'une clé tournant dans la serrure. Sandrine avait donné un double à la vieille dame des semaines auparavant pour les urgences. La porte s'ouvrit. La femme entra avec un sac en toile pendu au bras. Ses yeux plissés s'écarquillèrent en voyant Chloé effondrée au sol, tremblante. « Oh, Seigneur !» Elle laissa le sac sur la table, marcha vers elle, s'agenouilla avec difficulté, lui prit les mains qui tremblaient comme des feuilles dans la tempête. « Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. » Chloé leva le regard. Les yeux de la vieille dame étaient chaleureux, fermes, sûrs. « Respire avec moi. » Comme ça, doucement. Marie-Thérèse inspira profondément, lentement, posément. Chloé tenta de l'imiter, mais l'air entrait par saccades, râpant comme du verre brisé. Encore une fois, avec moi. Elles inspirèrent ensemble. Expirèrent ensemble. Une fois, 2 fois, 10 fois. L'air commença à entrer plus facilement. La poitrine se détendit, lente, douloureuse, comme un muscle qui avait été crispé pendant des heures. Bien, très bien, ma fille. La vieille dame se leva, alla jusqu'à la gazinière, éteignit tous les feux, puis ouvrit le sac qu'elle avait apporté, sortit un thermos de soupe à l'eau non fumante, un pain rond enveloppé dans du papier aluminium. Mange. Je n'ai pas faim. Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim. Je t'ai dit de manger. Marie-Thérèse servit la soupe dans un bol, le posa devant elle, lui donna une cuillère en métal usé. Maintenant. Chloé prit la cuillère avec des doigts maladroits. La première gorgée lui brûla la langue, mais la chaleur du bouillon descendit dans son estomac vide, remplissant quelque chose qui avait été creux depuis des jours. Elle mangea lentement. La vieille dame s'assit face à elle, l'observant dans un silence plein de compréhension. Quand elle eut terminé, la voix douce mais ferme traversa le silence. « C'est quand la dernière fois que tu as bien dormi ?» Chloé baissa les yeux. « Je ne sais pas. » « Quand est-ce que tu t'es reposé ?»« Je ne peux pas me reposer. J'ai des commandes. Je dois. Tu dois vivre. » Les mots tombèrent comme un marteau sur une enclume. Chloé serra les lèvres. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. « Si je ne travaille pas, je ne mange pas. Si je ne mange pas, je ne paie pas le loyer. Si je ne paie pas, tu ne vas arriver nulle part si tu meurs avant. » Elle leva les yeux, des larmes tombant sur la table tachée de farine. « Je suis si fatiguée. »« Je sais, ma fille. Si fatiguée d'essayer, si fatiguée de me battre, si fatiguée d'être seule. » La femme tendit la main, prit la sienne, serra avec une fermeté qui semblait transférer de la force. « Tu n'es pas seule. J'ai l'impression que si. Alors, tu as une mauvaise impression. » Elle se leva, contourna la table, tira une chaise près de Chloé, s'assit, passa un bras autour de ses épaules.
quand mon mari m'a laissé, j'avais 3 enfants en bas âge. Je travaillais en nettoyant des maisons, en lavant du linge pour les autres. Il y avait des jours où je ne mangeais pas pour qu'ils puissent manger. Il y avait des nuits où je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes, mais je n'ai jamais laissé personne me voir tomber. Chloé écoutait, le visage appuyé contre l'épaule de la vieille dame qui sentait la cannelle et le savon propre. Un jour, une voisine m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu as juste besoin d'être forte le temps suffisant. Et c'est combien, suffisant? Le temps qu'il faut pour que tu recommences à respirer sans douleur. Chloé ferma les yeux. Les larmes continuaient de couler, mais elles n'étaient plus de désespoir, elles étaient d'épuisement pur, profond, libérateur. Aujourd'hui tu vas te reposer, tu ne vas pas cuisiner, tu ne vas pas travailler, tu vas dormir. Mais les commandes. Je m'en occupe. Je vais appeler Sandrine. Entre nous deux, on va prévenir qu'aujourd'hui il n'y a pas de livraison. Personne ne va mourir d'attendre un jour. Chloé voulut protester, mais il ne lui restait ni force ni mots. La vieille dame l'aida à se lever, l'emmena jusqu'à son lit, la coucha sans même lui enlever ses chaussures, lui mit une couverture dessus avec des gestes maternels. Dors. Chloé ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à s'effondrer complètement et dormit profondément, sans rêve, sans cauchemar. Quand elle se réveilla, il faisait déjà nuit. L'appartement était silencieux. Sur la table de nuit, il y avait un verre d'eau et une note écrite d'une main tremblante, « Repose-toi, ma fille. Demain sera un autre jour et tu seras prête à l'affronter. MT. » Chloé prit le verre, but lentement, regarda par la fenêtre. Les lumières de Paris clignotaient comme des étoiles tombées sur un ciel noir. Elle s'assit au bord du lit, les mains sur les genoux. Elle était encore fatiguée, elle avait encore peur, mais quelque chose à l'intérieur avait changé. Elle ne se sentait plus complètement seule. Elle marcha vers la fenêtre, appuya son front contre la vitre froide. Le contraste avec la chaleur de sa peau la réveilla un peu plus. Et alors elle vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. En bas, à l'entrée de l'immeuble, il y avait une silhouette familière. Olivier était debout, les mains dans les poches, regardant vers le haut, vers sa fenêtre. Chloé s'écarta de la vitre rapidement, le pouce accélérant violemment. Que faisait-il là? Était-il venu demander pardon ou lui faire encore plus de mal qu'il ne l'avait déjà fait? Chloé descendit les escaliers d'un pas lent, chaque marche plus lourde que la précédente. Son cœur battait si fort qu'elle sentait les pulsations dans ses tempes, dans son cou, dans ses poignets. Olivier était toujours là, sous la lumière jaune de l'entrée qui grésillait comme un vieux moustique. Quand il la vit sortir, il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était un sourire calculé, étudié. « Salut, Chloé. » Elle s'arrêta à 3 mètres de distance, les bras croisés sur la poitrine. « Qu'est-ce que tu fais là? »« Je suis venu parler avec toi. »« Je n'ai rien à te dire. » Il fit un pas en avant. Chloé recula automatiquement. « N'approche pas. » Il leva les mains en geste de reddition fausse, presque théâtrale. « Je veux juste parler, rien de plus. Tu as dit que tu ne voulais plus rien savoir de moi. Tu as dit que c'était fini. Je sais et je me suis trompé. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid de la nuit. Une voiture passa dans la rue, ses phares illuminant brièvement leurs deux visages. Chloé le regarda fixement, cherchant quelque chose dans ses yeux, regret, douleur, n'importe quoi de réel, d'authentique. Mais elle ne trouva que du calcul. « Tu t'es trompé? » « Oui. » Il baissa le regard avec un geste étudié, comme un acteur médiocre. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce qu'on avait. On n'avait rien. Tu t'es chargé de tout détruire. Chloé, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. » Elle secoua la tête, sentant la rage commencer à remplacer la peur qu'elle avait ressentie en le voyant. « Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin que tu partes. Tu ne vas même pas m'écouter? Pourquoi faire? Pour que tu me dises qu'Inès n'était pas ce que tu espérais? Pour que tu me dises que tu as fait une erreur, pour que tu me demandes de te pardonner et de te reprendre comme si de rien n'était. » La mâchoire d'Olivier se tendit, il ne répondit pas. Chloé lâcha un rire amer qui lui fit mal à la gorge. « C'est exactement ça, n'est-ce pas? Les choses ne se sont pas passées comme tu pensais.
les choses. Il fit un pas en avant, les poings serrés jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Olivier, tu m'as laissé. Tu m'as dit que je n'étais pas à la hauteur. Tu m'as humilié devant elle, tu m'as traité comme une ordure, et maintenant tu viens ici parce que ta psychose n'a pas marché? Ne parle pas comme ça de moi. Je parle comme j'en ai envie. C'est chez moi ici. Tu ne vis plus là. Il changea de stratégie rapidement. Sa voix s'adoucit, adoptant un ton presque paternel, condescendant. Chloé, je sais que je t'ai blessé. Et je suis désolé, vraiment désolé, mais tout le monde commet des erreurs. J'étais confus. Elle m'a rempli la tête d'idées. Elle m'a fait penser que je méritais plus, mais maintenant je me rends compte que ce que je méritais, je l'avais déjà. Toi. Les mots sonnaient répétés, polis, comme un discours préparé devant le miroir pendant des heures. Chloé l'observa en silence et soudain elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant avec autant de clarté. Olivier ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimée, il avait juste besoin d'elle quand cela l'arrangeait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Inès? Il détourna le regard vers le sol, comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge. On a rompu. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas réelle. Tout était une façade. Je me suis rendu compte qu'elle ne faisait que m'utiliser. Chloé sentit une pointe de satisfaction sombre, interdite. Et maintenant tu viens vers moi parce que tu n'as personne d'autre. Ce n'est pas ça. Si, c'est ça. Elle serra la mâchoire. Le masque de repentir d'Olivier commença à se fissurer comme du vieux plâtre. Chloé, laisse-moi entrer. On peut en parler à l'intérieur, comme des adultes. Non. Non, tu ne vas pas entrer chez moi. Tu ne vas pas t'asseoir sur mon canapé. Tu ne vas pas manger ma nourriture et tu ne vas pas recommencer à me traiter comme si j'étais une option de secours quand ta vie s'écroule. Chloé, je t'aimais. Olivier. La voix lui trembla, mais pas de peur, de fureur contenue pendant des mois. Je t'aimais avec tout ce que j'avais et toi tu l'as piétiné, tu l'as jeté à la poubelle comme un papier usagé. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. Eh bien maintenant je te dis quelque chose, toi non plus tu n'es pas assez bien. Pas pour moi, pas pour personne. Il fit un pas en avant, agressif, le visage rougi. Ne me parle pas comme ça. Je te parle comme je veux. Tu ne me fais plus peur. Tu devrais avoir peur de moi. Sans moi, tu n'es rien. Sans toi, je suis libre. Le silence qui suivit fut électrique, chargé d'une tension qu'on aurait pu couper au couteau. Il la regarda avec des yeux glacés, plein d'un mépris qui ne la blessait plus comme avant. Puis il lâcha un rire sec, cruel. Tu es pathétique. Tu crois qu'en vendant tes petits plats tu vas arriver quelque part? Tu restes la même femme pauvre que j'ai connue et c'est comme ça que tu vas mourir. Il fit un pas en avant, ferme, sans trembler, sans douter. Peut-être, mais je mourrai en étant mienne, pas tienne. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas les mots. Pour la première fois, elle l'avait fait taire. Chloé tourna les talons, marcha vers l'entrée de l'immeuble. Avant d'entrer, elle s'arrêta, le regardant par-dessus son épaule avec une froideur nouvelle. Ne reviens pas. Elle entra dans l'immeuble, ferma la porte à clé qui sonna comme une cloche de victoire. Elle monta les escaliers avec des jambes qui la soutenaient à peine. Quand elle arriva à son appartement, elle ferma la porte, s'appuya contre elle et pleura. Mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de tristesse ni de douleur, c'étaient des larmes de libération pure. De l'autre côté de la rue, dans une voiture sombre garée 3 pâtés plus bas, Inès observait tout à travers des jumelles professionnelles. Elle vit comment Chloé rejetait Olivier avec fermeté. Elle vit comment il partait furieux, donnant un coup de pied dans une pierre sur le chemin. Elle vit comment Chloé entrait dans l'immeuble la tête haute. Elle baissa les jumelles avec un petit sourire, mais authentique, sur les lèvres. Bien joué, Chloé. Elle les rangea dans la boîte à gants, sortit son portable, ouvrit un dossier plein de fichiers, enregistrements, photographies, documents qu'elle avait compilés durant des mois de travail silencieux. Elle passa le doigt sur l'écran, vérifiant chaque pièce de preuve méticuleusement organisée. Tout était prêt, il ne manquait que le moment parfait pour le détruire. Elle regarda vers l'immeuble où vivait Chloé. Puis elle regarda vers la direction où Olivier était parti, marchant comme un chien blessé. Maintenant,
je peux aller jusqu'au bout. Elle démarra le moteur avec décision et disparut dans la nuit noire. Que ferait Inès avec toute cette information létale? Olivier arriva au bureau le lundi, la mâchoire serrée et l'humeur noire comme l'orage. Le week-end avait été désastreux. Chloé l'avait rejeté avec des mots qui le brûlaient encore. Inès ne répondait pas à ses messages et l'argent commençait à manquer de manière alarmante. Il s'assit à son bureau, alluma l'ordinateur, vérifia ses mails avec un café insipide à la main. Il y en avait un nouveau du département des ressources humaines. Objet, réunion urgente. Lundi 10h. L'estomac se tordit. À 10h précises, il entra dans le bureau de son superviseur, Monsieur Marc, un homme de 50 ans aux lunettes épaisses et à l'expression perpétuellement sérieuse. Il y avait une autre personne dans la pièce, une femme des RH avec un dossier épais devant elle sur le bureau en chaîne. « Assieds-toi, Olivier. » La voix du superviseur était neutre, professionnelle, sans trace de chaleur. Il s'assit, les mains moites sur les genoux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La fonctionnaire ouvrit le dossier, sortit plusieurs documents, les plaça sur le bureau face à lui avec des mouvements précis. « Nous avons reçu de multiples plaintes concernant ton comportement ces derniers mois. » Des plaintes de qui? De plusieurs collègues. Elle pointa les documents d'un doigt ferme. Ici, il est documenté que tu es arrivé en retard 14 fois au cours des 6 dernières semaines, que tu as manqué des réunions importantes sans justification, que tu as traité avec mépris un collègue devant des clients externes. Il sentit la chaleur lui monter au visage comme une vague bouillante. C'est un mensonge. Nous avons les enregistrements des caméras de sécurité. L'air se bloqua dans sa gorge. La femme continua d'une voix neutre qui ne montrait aucune émotion. Nous avons aussi reçu des rapports signalant que tu as utilisé des informations confidentielles de l'entreprise pour un bénéfice personnel et que tu as manipulé les rapports de présence pour couvrir tes absences. Qui a dit ça? Je ne peux pas le révéler, mais les preuves sont suffisantes pour procéder. Il regarda Monsieur Marc, cherchant du soutien, de la compréhension, n'importe quoi, mais l'homme avait un visage de pierre. Olivier, tu as été un employé moyen pendant des années, mais ces derniers mois ta performance a chuté drastiquement et ton attitude est devenue problématique. J'ai travaillé dur ici. J'ai donné des années de ma vie à cette entreprise. Et cette entreprise t'a payé pour ces années. Le superviseur croisa les bras. Mais cela ne te donne pas le droit de manquer de respect à tes collègues, ni de mentir, ni de manipuler des informations sensibles. La fonctionnaire sortit un autre document du dossier, le glissa vers lui. Nous te mettons à pied sans solde pour 30 jours. Pendant ce temps, nous enquêterons plus en profondeur sur les accusations. Si nous trouvons plus de preuves, la mise à pied se transformera en licenciement définitif. Il sentit le monde s'écrouler comme un château de cartes. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est déjà fait. C'est injuste. Monsieur Marc se leva, marcha vers la porte, l'ouvrit d'un geste qui n'admettait pas la discussion. Récupère tes affaires personnelles. La sécurité t'accompagnera à la sortie. Il se leva d'un bond, les mains tremblant de rage contenue. Vous allez regretter ça. Ne fais pas de menaces, Olivier. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. 2 agents de sécurité entrèrent dans le bureau. L'un d'eux était un homme corpulent à l'expression ennuyée, comme si c'était la routine. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-nous. Il regarda toutes les personnes présentes. Aucune ne montrait de compassion, seulement une indifférence froide, professionnelle, distante. Il sortit du bureau avec les gardes le flanquant comme un délinquant. Dans le couloir, ses collègues le regardaient depuis leur bureau, certains avec pitié, d'autres avec une satisfaction à peine dissimulée. Une jeune femme qui avait toujours été aimable avec lui détourna le regard quand il tenta d'établir un contact visuel. Il récupéra ses affaires personnelles, une tasse, une vieille photo de jour meilleur, un pull, et les fourra dans un carton taché. Les gardes l'escortèrent jusqu'à la sortie de la tour sans dire un mot. Quand les portes vitrées tournantes se refermèrent derrière lui, il resta planté sur le parvis de la Défense, le carton dans les mains, sentant l'humiliation lui brûler la peau comme de l'acide. Il sortit son portable, composa le numéro d'Inès avec des doigts maladroits. Messagerie. Il composa encore. Messagerie. Et encore. Messagerie. La rage explosa à l'intérieur comme une bombe à retardement qui détonne enfin. Il jeta le carton au sol,
donna un coup de pied dans une des jardinières décoratives jusqu'à ce qu'elle se fende. Les gens qui passaient le regardèrent avec méfiance, accélérant le pas. Il respirait comme un animal blessé, acculé. Alors, une idée traversa son esprit comme un éclair venimeux. Chloé. Ça devait être elle. Elle l'avait dénoncé. Elle était derrière tout ça. Elle avait tiré les ficelles pour le détruire. Il sortit son portable, écrivit un message avec des doigts furieux qui tremblaient. Je sais que c'est toi. Tu vas payer pour ça. Je te le jure. Il appuya sur envoyer. Puis il appela un ami qui travaillait dans la sécurité privée. Un type qui faisait des boulots discrets quand la loi ne servait pas, quand il fallait régler des problèmes par-dessous la table. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi et que tu m'aides à régler un problème. La voix de l'autre côté répondit d'un ton neutre, habitué à ce genre d'appel. Quel genre de problème? Une femme qui a besoin d'apprendre une leçon. À l'autre bout de la ville, Inès était assise dans son appartement, consultant les nouvelles sur son ordinateur. Son portable vibra. C'était un message d'un contact au sein de l'entreprise où travaillait Olivier. Mis à pied, effet immédiat. Elle sourit avec satisfaction. Tout se passait selon le plan tracé. Mais alors elle reçut un autre message d'un collègue policier qui surveillait les communications suspectes. Olivier Mercier vient de passer un appel suspect. Nous pensons qu'il pourrait tenter quelque chose contre son ex-femme. Tu dois bouger vite. Le sourire disparut de son visage. Elle se leva d'un bond, prit sa veste sur le dossier de la chaise, sortit en courant vers le parking. Que allait faire Olivier maintenant qu'il n'avait plus rien à perdre? Chloé était dans la petite cuisine communautaire qu'elle avait louée avec ses économies. Un espace humble avec des murs en béton peint en blanc et une cuisinière industrielle qui faisait plus de bruit qu'un vieux camion montant une côte, mais c'était à elle, complètement à elle. Sandrine l'aidait à emballer des plats pour une grosse livraison. Elles avaient reçu une commande de 80 déjeuners pour une entreprise de BTP de l'autre côté de la ville. Je sens que ça va être parfait. Sandrine ferma l'un des récipients avec fermeté. Tu verras que bientôt tu auras besoin d'un espace plus grand. Chloé sourit en s'essuyant la sueur du front avec le dos de la main. Un pas après l'autre. Dehors, le soleil s'était déjà couché. La rue était vide, sauf quelques voitures garées et un chien errant qui cherchait de la nourriture près des poubelles. La porte du commerce s'ouvrit violemment, s'écrasant contre le mur. Olivier entra comme une tempête déchaînée, le visage rouge et les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Chloé laissa tomber le récipient qu'elle avait dans les mains. Il s'écrasa sur le sol, éparpillant du riz partout. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je suis venu te parler. » Sandrine fit un pas en avant rapide, se mettant entre Chloé et lui comme un bouclier humain. « Elle ne veut pas te parler. Va-t'en. » Il l'ignora totalement, regardant droit vers Chloé avec des yeux injectés de rage. « Tu as cru que tu pouvais me détruire sans conséquence? Je ne t'ai pas détruit. Tu t'es détruit tout seul. Menteuse. » Il fit un pas en avant menaçant. Sandrine ne bougea pas. « Tu es allé à mon travail, tu as raconté des mensonges, tu as fait en sorte qu'il me mette à pied, tu m'as tout pris. Je n'ai rien fait. Ne me mens pas. » Le cri résonna dans le petit espace, faisant vibrer les casseroles accrochées au mur. Chloé recula, le cœur battant violemment. Sandrine sortit son portable de sa poche arrière. « Tu pars maintenant. Ou j'appelle la police. » Il lui arracha le téléphone des mains d'un geste brutal. Il tomba au sol. L'écran se fendit avec un bruit de verre brisé. « Tu ne vas appeler personne. Tu es fou. » cria Sandrine. Dehors, une voiture s'arrêta devant le commerce, mais personne n'entra encore. Olivier marcha vers Chloé, qui s'était collée contre le mur du fond, sans issue. « Tout ce que j'avais, je l'ai perdu par ta faute. Mon travail, ma réputation, mon avenir, tout parce que tu n'as pas pu accepter que je mérite mieux qu'une femme médiocre comme toi. Tu m'as laissé. » La voix lui trembla, mais elle se maintint ferme. « Tu m'as humilié. Tu m'as traité comme une ordure. Je n'ai rien fait d'autre que survivre à ce que tu m'as fait. » Survivre? Il rit avec une amertume qui sonnait plus comme de la folie. « Regarde cet endroit. Regarde ce que tu es, une cuisinière de boui-boui dans un 4 mètres carrés.
Et tu oses me juger? Elle sentit les larmes brûler ses yeux, mais ne les laissa pas tomber. Pas devant lui. Va-t'en, s'il te plaît. Je ne partirai pas tant que tu n'admettras pas ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. La porte du commerce s'ouvrit encore. 3 clients entrèrent. 2 jeunes hommes et une femme qui venaient récupérer leur commande du soir. Ils s'arrêtèrent en voyant la scène, sentant la tension dans l'air. « Tout va bien ici ?» demanda l'un des hommes en faisant un pas en avant. Il se retourna vers eux avec une fureur déplacée. « Ce ne sont pas vos affaires. Dégagez. On ne va pas partir. » La femme sortit son portable, pointa l'objectif vers lui. « Et je filme tout ce qui se passe ici. » Il regarda le portable. Puis il regarda Chloé, puis Sandrine, puis les 3 témoins qui documentaient maintenant chaque seconde. Il était encerclé et savait que quoi qu'il fasse maintenant, cela resterait enregistré, exposé, impossible à nier. Il recula vers la porte, le visage déformé par la rage impuissante. « Ça ne finit pas là, Chloé, je te le jure sur ma vie. » Il sortit du commerce en claquant la porte si fort que le cadre en bois trembla. Chloé s'effondra contre le mur, les jambes tremblantes en qu'elle la soutenait à peine. Sandrine courut vers elle, la serra fort, protectrice. « C'est fini, c'est fini. » Les clients s'approchèrent avec précaution. La femme qui avait filmé montra son portable avec l'écran allumé. « J'ai tout enregistré. Si vous avez besoin de porter plainte, ça sert de preuve légale. » Elle acquiesça sans pouvoir parler. La voix s'était bloquée dans sa gorge. Un des hommes ramassa le portable cassé de Sandrine au sol, l'examinant. « J'ai un ami qui répare les téléphones. Je peux lui apporter demain même. » Sandrine acquiesça, serrant toujours Chloé qui tremblait comme une feuille. Dehors, dans la voiture sombre garée devant le commerce, Inès observait tout, les poings serrés sur le volant en cuir. Elle était arrivée juste à temps pour voir Olivier entrer comme un animal enragé. Elle s'était tenue prête à intervenir si les choses dérapaient, avec sa plaque et son arme prête. Mais Chloé avait résisté, les témoins étaient intervenus, et maintenant Olivier avait franchi la ligne finale qui scellait son destin. Elle sortit son portable, écrivit un message rapide à un contact de confiance. « C'est l'heure. Demain, on exécute tout sans faille. » Elle rangea le portable dans la poche de sa veste. Elle regarda vers le commerce où Chloé tremblait encore dans les bras de Sandrine. « Demain, Chloé, demain tout se termine. » Elle démarra le moteur avec détermination et disparut dans la nuit sombre qui couvrait tout. À l'intérieur, Chloé leva les yeux vers Sandrine, les yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce que je vais faire ?» Sandrine lui serra les mains avec une force qui tentait de transférer du courage. « Tu vas être forte comme tu l'as toujours été. » Mais Chloé ne se sentait pas forte à ce moment-là. Elle se sentait brisée, effrayée, vulnérable. Dehors, dans l'obscurité, une ombre observait de loin. Inès était prête à porter le coup final, et cette fois il n'y aurait ni pitié ni pardon. Que ferait Inès pour détruire Olivier une bonne fois pour toutes? 2 jours après l'attaque d'Olivier, Chloé était assise sur le canapé de Sandrine, une tasse de thé chaud entre les mains tremblantes. L'appartement sentait le café fraîchement moulu. Dehors, la pluie frappait les fenêtres avec un rythme constant. Elle avait peu dormi depuis cette nuit-là. Les cauchemars la réveillaient toutes les heures, lui montrant ce visage furieux entrant dans le commerce encore et encore. Elle pouvait encore sentir la peur glacée lui parcourir le dos. Sandrine sortit de la cuisine avec des biscuits maison qui sentaient la cannelle. Elle s'assit à côté d'elle dans un silence plein de compréhension. Elle ne dit rien au début, elle fut juste là, présente. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Chloé prit une grande inspiration avant de répondre. Confuse, effrayée encore. « Je ne comprends pas pourquoi il me étend maintenant. Pendant des années je voulais juste qu'il m'aime, juste ça. Et maintenant que je vais finalement bien sans lui, il vient détruire le peu que j'ai construit. Il ne t'a jamais vraiment haï. Il se hait lui-même intérieurement et il t'a utilisé comme miroir de tout ce qu'il ne supporte pas de voir. » Les mots tombèrent doux, mais précis. Chloé but une gorgée de thé qui lui brûla la langue, mais elle s'en fichait. La douleur physique était plus facile à gérer. Elle posa la tasse sur la table avec précaution. Pendant des années entières, j'ai pensé que j'étais folle, que c'était moi qui voyais des problèmes là où il n'y en avait pas, que c'était moi la dramatique, l'exagérée,
l'insécure sans motif. Il me le disait tout le temps et je le croyais. Tu n'étais pas folle, pas une seule seconde. Tu étais piégée dans une relation où il contrôlait même ta perception de la réalité. Sandrine respira profondément, comme si ce qu'elle allait dire pesait des tonnes. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté, quelque chose d'important sur ma sœur Inès et notre famille. La policière. Oui, notre enfance n'a pas été facile. Notre père était comme Olivier sur bien des aspects. Contrôlant depuis que j'ai de la mémoire, manipulateur expert, il faisait sentir à maman que tout était de sa faute. Toujours. Le cœur de Chloé commença à battre plus vite. Sérieusement? Tu ne m'avais jamais raconté ça. C'est difficile d'en parler, même maintenant. Il criait pour n'importe quoi. Le repas était froid même s'il venait de sortir du four. La maison n'était pas propre même si elle brillait. Maman dépensait de l'argent en médicaments pour nous quand on tombait malade. Tout était de sa faute selon ses dires. Une larme roula sur la joue de Sandrine. Maman a vécu comme ça pendant 20 ans à penser qu'elle n'était pas assez bien, jusqu'à ce qu'un jour son cœur se fatigue simplement. Elle est morte à 42 ans d'une crise cardiaque. Inès l'a trouvée sur le sol de la cuisine. Chloé sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Je suis tellement désolée, Sandrine. Je ne savais rien de tout ça. Inès avait 17 ans quand c'est arrivé. Elle était à peine une adolescente et depuis ce jour-là, elle a juré sur la tombe de maman qu'elle ne laisserait jamais une autre femme vivre la même chose sans que quelqu'un fasse quelque chose. C'est pour ça qu'elle s'est faite flic, pour ça qu'elle aide les femmes piégées dans des relations où l'abus ne laisse pas de marque sur le corps, mais détruit l'âme. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de vérités non dites. Chloé ferma les yeux, sentant les pièces commencer à s'emboîter. Quand je te parlais d'Olivier, elle écoutait mes histoires. Seulement 2 fois dans des conversations banales. J'ai mentionné certaines choses que tu m'avais racontées. Comment il te criait dessus pour la nourriture, comment il contrôlait l'argent, comment il te faisait te sentir petite et invisible. Et elle a vu sa mère en toi. Oui, exactement ça. Chloé ouvrit les yeux lentement. C'est pour ça que je n'ai jamais été complètement seule pendant tout ce temps. C'est pour ça que quelqu'un de mystérieux m'a aidé sans que je sache qui c'était. Sandrine prit sa main avec fermeté. Inès n'a jamais voulu que tu saches la vérité dès le début. Elle croit que les femmes ont besoin de découvrir leur propre force, que si quelqu'un les sauve complètement, elles n'apprennent jamais à se sauver elles-mêmes. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Chloé sans contrôle, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement profond. Elle n'était pas folle. Alors, je ne l'ai jamais été. Pas un seul jour. Ce n'était pas ta faute ce qui se passait. Ça ne l'a jamais été. Jamais. Chloé s'effondra sur l'épaule de Sandrine, pleurant tout ce qu'elle avait gardé pendant des années de souffrance. Elle pleura pour la femme qu'elle avait été et qu'elle avait failli perdre. Elle pleura pour la femme qu'elle avait failli ne pas devenir. Elle pleura pour toutes les fois où elle s'était blâmée de ne pas être assez bien alors qu'elle l'avait toujours été. Pendant qu'elle pleurait, elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose de sombre et lourd qu'elle avait porté si longtemps qu'elle ne se souvenait plus comment c'était de vivre sans ce poids. Quand elle cessa enfin de pleurer, elle s'assit droite en s'essuyant le visage. Je veux la remercier personnellement pour tout. Tu auras ton opportunité très bientôt. Sandrine se leva, alla jusqu'à la cuisine, revint avec une enveloppe blanche. Avant que j'oublie, c'est arrivé pour toi ce matin. Chloé prit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un carton d'invitation imprimé sur du papier épais. Tu es invité à l'inauguration officielle du bistrot de Chloé. Samedi 15 novembre, 18 h. Cuisine, musique et célébration. Viens avec ceux que tu aimes. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes à nouveau. Léa a organisé tout ça. Elle dit que ton histoire mérite d'être célébrée parce qu'elle inspire beaucoup de femmes. Je ne sais pas si je suis prête pour autant. Personne n'est prêt pour les choses importantes, mais on les fait quand même parce que c'est ça la vie. Chloé regarda l'invitation, passant ses doigts sur les lettres. Et si Olivier apparaît encore? Alors on le sortira tout ensemble. Ensemble on est plus forte. Ce soir-là, Chloé rentra chez elle avec l'invitation. Elle la colla sur le frigo avec un aimant en forme de cœur qu'elle avait acheté des années auparavant, quand elle croyait encore que l'amour suffisait.
Elle se servit un verre d'eau. Elle s'assit face à la fenêtre. En bas, la ville brillait. Les voitures passaient, les gens marchaient, le monde continuait de tourner peu importe combien de douleurs portait une personne. Mais pour la première fois depuis longtemps, Chloé ne se sentait pas écrasée par ce poids. Elle se sentait prête à le lâcher. Elle sortit son portable, ouvrit les réseaux sociaux, écrivit un message simple, « Ce samedi, je célèbre quelque chose de plus grand qu'un commerce. Je célèbre le fait d'avoir survécu. Je vous attends le cœur ouvert. » Elle appuya sur « Publier ». Les commentaires commencèrent à arriver. « J'y serai. Tu es une inspiration. Je ne manque ça pour rien au monde. » Chloé sourit. Dehors, dans une voiture garée 3 rues plus bas, Inès souriait aussi en lisant ce même message. Tout était prêt. Samedi serait le jour où Olivier paierait pour chaque larme. Apparaîtrait-il à la fête? Le samedi arriva avec un ciel dégagé qui semblait fait pour célébrer. Chloé se réveilla à 6 heures du matin, bien avant que ne sonne le réveil. Elle resta allongée en regardant le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé pour arriver à ce moment. Les papillons dans son ventre voltigeaient sans arrêt. Sandrine arriva exactement à 8 heures avec d'énormes cartons de décoration. Aujourd'hui va être parfait, tu verras. Elles passèrent la matinée entière à transformer la petite cuisine et le trottoir adjacent en quelque chose de magique. Elles accrochèrent des guirlandes lumineuses, formant des motifs chaleureux. Elles installèrent des tables dehors, sur le trottoir, profitant de la clémence de l'automne. Des fleurs jaunes brillaient sur chaque table comme des promesses. Jean-Pierre passa en milieu de matinée avec des chaises supplémentaires. « Je suis fier de toi, ma petite, très fière. » Chloé l'embrassa en retenant ses larmes. Aujourd'hui n'était pas un jour pour pleurer. À 17 heures, elle prit une douche longue et calme. Elle enfila une robe bleue simple qui lui allait à la perfection. Elle coiffa ses cheveux lâchés en ondulation naturelle. Elle se maquilla légèrement, se regarda dans le miroir. La femme qui lui renvoya son regard n'était plus la même qui pleurait en cachette. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait survécu. À 18 heures précises, la première personne arriva, puis une autre et une autre. En quelques minutes, le trottoir était noir de monde souriant. Marie-Thérèse fut parmi les premières, portant une énorme marmite de riz au lait qui sentait la cannelle. Jean-Pierre arriva avec sa femme, tous deux souriant avec fierté. Léa apparut avec un appareil photo professionnel autour du cou. Les clients qui l'avaient soutenu depuis le début remplirent les tables rapidement. Des voisins s'approchaient pour la féliciter avec des accolades sincères. Des enfants couraient entre les tables en riant sans souci. La musique française jouait doucement. L'odeur de cuisine maison remplissait l'air nocturne. Quiche lorraine fumante, tarte dorée, bœuf bourguignon, gratin dauphinois, pain frais. Chloé marchait entre les tables, remerciant chaque personne. Chaque étreinte, chaque mot aimable la remplissait de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une véritable appartenance. Sandrine était en cuisine à servir les assiettes. Marie-Thérèse aidait avec les boissons. « C'est magnifique, vraiment !» cria Léa depuis une table en filmant avec son portable. C'est ce qui arrive quand on soutient quelqu'un pour de vrai. La foule applaudit avec enthousiasme. Chloé sentit les larmes vouloir sortir, mais elle les retint. Aujourd'hui n'était pas un jour pour pleurer de tristesse. Alors, au milieu de toute cette joie, le portable dans sa poche vibra. Elle le sortit, regarda l'écran. Numéro inconnu. On se voit très bientôt. Prépare-toi. Son cœur s'arrêta net. Sandrine remarqua son changement d'expression. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je crois qu'il va venir ce soir. Olivier. Tu es sûr? Chloé acquiesça en tremblant, lui montrant le message. S'il vient ici, tu ne l'affronteras pas seul. On est tout avec toi. Elle rangea le portable, tentant de respirer profondément. Elle essaya de se concentrer sur la fête, sur les gens heureux, sur la musique, mais la peur s'était installée comme une ombre. 20 minutes plus tard, un autre message arriva. Je suis arrivé dans le quartier. Prépare-toi pour la suite. Ses mains tremblèrent violemment. Elle regarda autour d'elle, les gens heureux qui riaient, la nourriture délicieuse, les lumières brillantes, tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts.
Elle n'allait pas le laisser détruire ça encore une fois. Alors, parmi toute la foule joyeuse, elle vit un visage qui la glaça complètement. Une femme jeune, élégante comme un mannequin, avec des cheveux châtains coiffés en ondulations parfaites. Inès. L'air s'échappa de ses poumons, ses jambes flanchèrent dangereusement. La femme marchait entre les tables avec des mouvements souples, observant tout avec des yeux qui ne montraient aucune émotion. Sandrine apparut à côté de Chloé soudainement, la soutenant par le bras pour qu'elle ne tombe pas. « C'est elle », chuchota Chloé, la voix tremblante de panique. La femme avec qui était Olivier. Qu'est-ce qu'elle fait là? Sandrine serra son bras avec fermeté, la regardant dans les yeux avec une intensité inconnue. Je sais, mais j'ai besoin que tu gardes ton calme. Calme? Sandrine, cette femme a détruit mon mariage. Elle est venue se moquer. Je dois la virer. Non, l'arrêta Sandrine en lui bloquant le passage. Tu ne vas pas la virer. Laisse-la rester. Chloé, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi tu la défends. Je ne la défends pas. Je te demande juste de me faire confiance. Sandrine lui caressa la main, lui transmettant une sécurité étrange. Ce soir est une nuit de surprise. Fais-moi confiance une fois de plus. Chloé la regarda, confuse et effrayée, mais la certitude dans les yeux de son amie l'arrêta. Inès s'approcha doucement. Quand elle fut face à Chloé, leurs regards se croisèrent durant des secondes éternelles. Chloé retint sa respiration, attendant une insulte, un rire cruel. Mais Inès la regarda simplement avec un sérieux profond. « Félicitations pour ton affaire et ton courage », dit-elle d'une voix douce. Chloé cligna des yeux, abasourdie. « Merci », répondit-elle d'un murmure défensif à peine audible. Inès acquiesça à peine, puis s'éloigna vers une table du fond, isolée, où elle s'assit complètement seule, observant tout comme un faucon vigilant. Sandrine serra la main de Chloé à nouveau. « Quelque chose de grand va se passer ce soir et tu vas tout comprendre. »« J'ai peur, Sandrine. »« N'aie pas peur. Aujourd'hui tu n'es pas seule. » La fête continua avec une normalité apparente. Les gens mangeaient avec appétit, riaient aux éclats, dansaient avec une maladresse joyeuse. Les enfants jouaient à chat. Les grands-mères racontaient des histoires anciennes. Tout semblait parfait en surface, trop parfait pour être réel. Le soleil commençait à se coucher lentement, peignant le ciel d'orange et de rose, créant un spectacle naturel qui volait des soupirs. À 19h30 exact, quand les premières étoiles commençaient à clignoter timidement, la musique s'arrêta brusquement. Un murmure inconfortable parcourut toute la foule. Chloé se tourna vers la rue, le cœur s'accélérant de manière incontrôlée, et elle le vit avancer droit vers elle. Olivier marchait vers la fête d'un pas furieux qui résonnait, le visage complètement déformé par la rage, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La foule s'écarta automatiquement, créant un chemin direct entre les tables décorées. Il avança comme un taureau furieux droit sur Chloé, qui resta paralysée sans pouvoir bouger un muscle. « C'est à moi !» cria-t-il d'une voix qui résonna dans toute la rue. « Tout ça, c'est grâce à moi. Je l'ai entretenue pendant des années entières. J'ai payé pour tout ce qu'elle a et maintenant elle vient ici jouer à la femme d'affaires accomplie comme si de rien n'était. » La foule garda un silence absolu et gêné. Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas de mots qui sortent de sa gorge nouée. Sandrine fit un pas protecteur en avant, mais quelqu'un l'arrêta d'une main ferme sur l'épaule. Inès se leva de sa table du fond d'un mouvement élégant et décidé. Elle marcha à travers la foule silencieuse d'un pas lent, calculé, complètement létal. Elle se plaça directement entre Olivier et Chloé comme un bouclier humain impénétrable. Et alors, d'une voix qui coupa l'air nocturne comme un couteau fraîchement aiguisé, elle dit clairement. « Je crois qu'il est temps que tout le monde ici sache toute la vérité. » Qui arrêterait Olivier maintenant qu'il était complètement hors de contrôle? Olivier regarda Inès avec une confusion visible, qui se transforma rapidement en soulagement mal dissimulé en la reconnaissant parmi toute la foule réunie. « Inès, merci d'être là, enfin. Dis à tous ces gens la vérité sur elle. Dis-leur comment elle m'a ruiné la vie complètement. Comment elle m'a dénoncé à mon travail sans motif valable. Comment elle a détruit tout ce que j'ai construit avec des années d'efforts honnêtes. Comment elle m'a pris ma réputation, mon argent, mon avenir entier. Comment? Tais-toi, maintenant. Une bonne fois pour toutes.
La parole tomba, tranchante comme un couperet. Inès plongea la main droite dans son sac de créateur avec un mouvement délibéré et lent. Tous les présents retinrent leur souffle, sans savoir exactement ce qu'ils attendaient voir sortir de là. Elle sortit lentement une plaque dorée officielle qui brilla intensément sous les lumières colorées de la fête nocturne. Police judiciaire. Lieutenant Jimena Vargas. Brigade de protection des familles. La foule entière laissa échapper un hoquet de surprise collective et de confusion totale. Olivier recula de plusieurs pas rapides, comme s'il avait vu un fantôme terrifiant se matérialiser devant lui. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Jimena tint la plaque officielle bien haut pour qu'absolument tout le monde puisse la voir clairement, sans aucun doute possible. Mon nom n'est pas Inès, il ne l'a jamais été. Mon vrai nom est Jimena Vargas et jamais, pas une seule seconde de ces mois passés, je n'ai été ta maîtresse. Le silence qui tomba était si profond qu'on pouvait entendre parfaitement le vent passer doucement entre les immeubles voisins illuminés. J'ai été ton pire cauchemar devenu réalité physique. J'ai été la justice que tu n'as jamais vue venir parce que tu étais complètement aveuglé par ton arrogance pathétique. Olivier secoua la tête violemment, les yeux exorbités d'une panique croissante qu'il ne pouvait contrôler. Non, je ne comprends rien à tout ça. Ça doit être une blague cruelle. Laisse-moi t'expliquer alors avec une clarté cristalline. Jimena marcha vers lui d'un pas lent, menaçant comme un prédateur traquant une proie blessée. Il y a plusieurs mois, ma sœur Sandrine m'a parlé d'une femme qui était complètement piégée dans un mariage où l'abus ne laissait pas de marques visibles sur le corps. Une femme qui pleurait en cachette toutes les nuits parce que son mari la faisait se sentir comme si elle ne valait absolument rien en tant qu'être humain. Sandrine porta ses deux mains à sa bouche, des larmes coulant déjà sur ses joues. Cette histoire douloureuse m'a rappelé violemment ma mère, qui a vécu 20 ans entiers avec un homme exactement comme toi, sous toutes les formes terribles, qui est morte jeune en pensant qu'elle n'avait jamais été assez bien comme épouse ou mère. Alors j'ai décidé avec toute ma détermination que cette fois, ce serait complètement différent. Jimena sortit son portable du sac, le connecta à la grande enceinte portable avec des mouvements précis et pratiqués. Cette fois l'abuseur ne gagnerait pas, cette fois il paierait cher pour tout le mal causé. Elle appuya sur play d'un doigt ferme et décidé. La voix enregistrée d'Olivier remplit l'air nocturne tout entier. Ma femme est une inutile, complète et totale. Elle ne sert absolument à rien d'autre qu'à nettoyer comme une bonne à tout faire. La foule réunie murmura, indignée, entre ses dents serrées. Jimena lança un autre enregistrement sans attendre de réaction. Je l'ai entretenue pendant des années comme un idiot. Elle me doit jusqu'à l'air qu'elle respire chaque jour de sa vie pathétique. Olivier tenta d'avancer agressivement vers elle, mais Jean-Pierre et deux autres hommes corpulents l'arrêtèrent net, le tenant fort par les bras. C'est complètement illégal. Tu ne peux pas enregistrer sans ma permission expresse. Je vais te poursuivre pour ça. Je vais. Tout a été enregistré dans des lieux complètement publics, sans attente de vie privée. Bar bruyant, restaurant bondé, rue passante. Complètement légal. Jimena sourit, froide comme la glace pure. Je connais la loi bien mieux que tu ne la sauras jamais de toute ta vie. Maintenant, elle projeta quelque chose de différent sur un petit écran portable que Léa avait apporté discrètement et monté rapidement sur un trépied professionnel. Des SMS privés apparurent amplifiés pour que tous lisent avec clarté. Chloé est si ennuyeuse en tout. Toi tu es absolument tout ce que j'ai toujours voulu chez une vraie femme. Je vais la quitter très bientôt. J'attends juste le bon moment pour ne pas passer pour le méchant de l'histoire. Elle ne se doutera jamais de rien. Elle est trop bête pour s'en rendre compte. Marie-Thérèse cracha par terre avec un dégoût profond et visible qui exprimait ce que beaucoup ressentaient. Jimena marcha maintenant face à tous les présents, parlant d'une voix claire et puissante qui atteignait chaque recoin. Pendant 3 mois complets, cet homme pathétique a cru fermement que j'étais éperdument amoureuse de lui. Il a cru qu'il avait finalement trouvé quelqu'un de mieux que sa femme fidèle. Mais absolument chaque fois qu'il essayait de me toucher, je trouvais une excuse parfaite. Chaque fois qu'il essayait de m'embrasser avec ses lèvres, je m'écartais avec répulsion. Le visage d'Olivier était complètement cramoisi d'une humiliation publique dévastatrice. Parce que la seule idée que ses mains dégoûtantes touchent ma peau me donnait des nausées physiques violentes. La foule commença à murmurer avec une approbation croissante et audible. J'ai tout documenté avec une précision policière professionnelle. Chaque mensonge sale, chaque humiliation cruelle et inutile.
Chaque fois qu'il a dépensé l'argent du compte commun avec Chloé dans des restaurants chers avec moi. Chaque fois qu'il a manqué le travail pour m'impressionner avec des poses ridicules. Chaque fois qu'il a traité ses collègues comme des ordures parce qu'il se croyait supérieur à absolument tout le monde. Un autre enregistrement commença à jouer automatiquement. Cette fois Olivier parlant avec des amis éméchés dans un bar bruyant. Les femmes sont comme des vieilles voitures. Quand elles ne marchent plus bien, tu les changes juste pour un modèle neuf et c'est réglé. Rire masculin stupide en fond. Jimena se tourna directement vers Chloé, qui était complètement paralysée, des larmes coulant silencieusement sur son visage pâle. Et je l'ai fait exclusivement pour que tu vois quelque chose de fondamental, Chloé. Pour que tu vois avec une clarté absolue, cristalline, que le problème n'a jamais, jamais été toi. Jamais. Les jambes de Chloé cédèrent complètement. Sandrine courut pour la soutenir avant qu'elle ne touche le sol dur. Jimena reporta son attention complète et létale sur Olivier avec un mépris pur et visible. Ton superviseur au travail a reçu toutes les preuves parfaitement documentées de tes fautes graves. Pas de Chloé comme tu l'as pensé par paranoïa, de moi directement. Parce que je suis flic et je sais exactement comment documenter un comportement inapproprié sans franchir aucune ligne légale établie. Olivier tenta de parler, mais ne trouva pas de mots cohérents. Tu sais ce qui a été le pire dans tout ça? Jimena s'approcha si près que leurs visages se touchaient presque. C'est que tu as été si ridiculement facile à manipuler, si prévisible, si pathétique dans ton besoin désespéré de validation extérieure constante. La foule entière éclata en applaudissements tonitruants qui semblaient être du tonnerre. Jimena recula de plusieurs pas, s'adressant maintenant à tous les présents d'une voix puissante et claire. Cet homme a détruit systématiquement une femme bonne pendant 7 ans complets de mariage. Il lui a fait croire que c'était elle qui échouait constamment en tout. Il l'a fait travailler 2 services épuisants pendant qu'il se pavanait comme un roi. Il l'a laissé sans absolument rien quand il a trouvé quelqu'un de mieux, qui s'est avéré être son propre piège parfait. Elle pointa directement Chloé, qui pleurait dans les bras protecteurs de Sandrine. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle a construit tout ce que vous voyez ici, complètement seule, sans son aide, sans son argent, sans son approbation masculine. La foule applaudit plus fort avec un enthousiasme débordant. Et maintenant il vient réclamer le crédit pour quelque chose qu'il a lui-même détruit de ses propres mains égoïstes. Jimena se tourna vers Olivier avec un mépris absolu dans chaque mot mesuré. Tu n'es rien d'important. Tu n'as jamais rien été. Et maintenant absolument tout le monde ici le sait avec une certitude totale. Olivier tenta de parler, mais sa voix sortit brisée, pathétique, faible. Je voulais juste. Seulement. Qu'est-ce que tu voulais exactement? Aimer ta femme? Jimena rit sans humour. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour réel. Tu ne sais que contrôler, manipuler, détruire ce que les autres construisent. La foule entière commença à le huer avec une force unifiée. Jimena sortit un document officiel plié de son sac. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quelque chose de plus important. Chloé a déposé une demande de divorce ce matin tôt et tu vas signer sans broncher, parce que si tu ne le fais pas volontairement, tous ces enregistrements vont directement au procureur de la République, et crois-moi, il y a assez de preuves pour te ruiner complètement. Olivier regarda désespérément autour de lui, cherchant un visage amical ou compréhensif dans la foule hostile. Il n'en trouva aucun, seulement du mépris pur. Allez tous vous faire. Tous. Il tenta de marcher agressivement vers Chloé, mais la foule se referma comme un mur humain impénétrable. Ne t'approche plus jamais d'elle de ta vie. La voix de Jean-Pierre n'admettait pas de discussion. Olivier recula en trébuchant sur ses propres pieds. Il regarda Jimena une dernière fois avec une haine impuissante brillant dans les yeux. Toi. Tu m'as trompé. Salope. Non. Jimena sourit victorieuse. Je t'ai donné exactement ce que tu méritais. La justice pure. Olivier fit demi-tour brusquement et courut. Il courut entre les tables décorées. Il courut entre les gens qui le regardaient avec un dégoût profond. Il courut comme le lâche qu'il avait toujours été depuis le début et disparut dans la nuit sombre pour toujours. La foule entière éclata en applaudissements prolongés. Chloé se détacha de Sandrine. Elle marcha vers Jimena d'un pas tremblant mais décidé. Les 2 femmes se regardèrent dans un silence chargé d'émotion. Toi. Tout ce temps. C'était toi.
Jimena ouvrit les bras. Je suis désolé si je t'ai blessé dans le processus. Chloé l'embrassa avec une force qui faillit les faire tomber toutes les deux au sol. Tu m'as sauvé la vie. Non. Jimena l'étreignit en retour. Tu t'es sauvée toute seule. Je t'ai juste montré que tu pouvais le faire. Que se passerait-il maintenant pour Chloé et sa nouvelle vie libre, 3 mois après le jour de justice publique? Le petit bistrot, qui n'avait été qu'un rêve impossible, était maintenant plein chaque soir sans faute. Les tables en bois brillaient impeccablement sous des lumières chaudes qui créaient une atmosphère accueillante parfaite. L'odeur de cuisine authentique flottait constamment dans l'air comme une promesse tenue que plus personne ne remettait en question. Chloé était dans la nouvelle cuisine professionnelle, supervisant 3 jeunes employés qui coupaient des légumes avec une précision apprise durant des semaines d'entraînement patient. Elle ne cuisinait plus absolument tout toute seule comme avant. Elle ne portait plus tout le poids impossible sur ses épaules fatiguées qui se reposaient enfin. Sandrine gérait les finances depuis un petit bureau fonctionnel à l'arrière du restaurant. Elle avait un ordinateur neuf, un bureau ordonné avec des papiers classés, des plantes vertes qui poussaient sainement. Marie-Thérèse venait religieusement 2 fois par semaine pour enseigner des recettes familiales anciennes que les clientes adoraient avec passion. Jimena visitait les dimanches sans faute, toujours avec des fleurs fraîches achetées au marché local et des histoires intéressantes de sa semaine à la PJ. Les deux étaient devenus des amis proches, inséparables, des sœurs d'un autre sang plus fort que le biologique. Ce jeudi après-midi tranquille, alors que Chloé passait en revue l'inventaire complet avec un bloc-notes à la main, son portable vibra avec insistance dans sa poche. Message d'un numéro inconnu qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Son cœur s'arrêta une brève seconde. Elle le sortit d'une main qui ne tremblait plus comme des mois auparavant. Elle ouvrit le message avec curiosité. « Chloé, j'ai besoin de te parler urgent. S'il te plaît, donne-moi une chance. Les choses ont beaucoup changé. J'ai vraiment changé. On peut essayer encore. » Et alors? Elle regarda le message pendant un long moment sans scier une seule fois. Puis, sans lire plus, sans lui donner plus de pouvoir qu'il n'en avait déjà eu pendant des années de sa vie, elle appuya sur supprimer d'un doigt ferme et décidé. Elle bloqua le numéro définitivement et rangea le portable dans sa poche sans y penser 2 fois ni rien ressentir. Sandrine entra dans la cuisine avec un sourire énorme qui illuminait complètement son visage. On est complet pour toute la semaine prochaine, et Léa veut faire un reportage spécial sur toi pour la télé locale. Elle dit que ton histoire inspire profondément beaucoup de femmes. Chloé sourit avec une chaleur qui venait de l'intérieur. Je suis heureuse avec ce qu'on a maintenant. Je n'ai pas besoin de plus d'exposition. Tu mérites tout et bien plus. J'ai déjà absolument tout ce qui est important. Chloé regarda autour d'elle avec satisfaction. Sa cuisine fonctionnant parfaitement, son équipe travaillant efficacement, son affaire prospérant constamment. J'ai une liberté complète, j'ai une véritable paix de l'esprit, j'ai une dignité retrouvée. Sandrine la serra fort avec une fierté maternelle visible. Maman serait incroyablement fière de toi si elle était là. Je suis aussi fier de moi-même pour la première fois de ma vie. Ce soir-là, quelqu'un frappa à la porte du restaurant après la fermeture officielle. Chloé nettoyait les dernières tables, fatiguée mais satisfaite. Elle ouvrit avec précaution, sans savoir qui cela pouvait être à cette heure tardive. C'était une jeune femme d'environ 25 ans maximum, le visage marqué par des larmes fraîches qui coulaient encore. Elle portait des vêtements simples, un vieux sac, des chaussures usées. Ses yeux montraient une douleur que Chloé reconnut immédiatement. « Excusez-moi. Vous êtes Chloé? La Chloé des histoires sur Internet? Oui, c'est moi. J'ai vu votre histoire complète sur les réseaux sociaux et... » Sa voix se brisa douloureusement. « J'ai besoin d'aide désespérément. Mon mari. Il. Je ne sais pas quoi faire. » Elle ne termina pas sa phrase, elle n'en avait pas besoin. Chloé reconnut cette douleur profonde. Elle l'avait vécue dans sa propre chair. Elle l'avait ressentie dans chaque cellule. « Entre, s'il te plaît. On va parler tranquillement. » Elle la conduisit à l'intérieur avec soin. Elle lui servit un thé chaud aromatique dans une grande tasse. Elle s'assit face à elle à la table la plus isolée pour plus d'intimité. « Raconte-moi absolument tout. Prends ton temps. » La jeune femme pleura pendant 1 heure entière sans s'arrêter. Elle raconta des choses qui sonnaient trop familières, trop proches. Cris nocturnes pour un repas froid,
contrôle obsessif de l'argent gagné, humiliation déguisée en inquiétude ou conseil, isolement progressif des amis et de la famille, culpabilité constante pour tout ce qui allait mal. Quand elle eut fini, épuisée d'avoir tant pleuré, Chloé sortit son portable avec détermination. J'ai le numéro d'une avocate excellente qui aide dans ces cas-là, et d'une policière qui sait exactement comment aider dans les situations d'abus émotionnels sans preuve physique. Tu vas vraiment m'aider? Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, et maintenant c'est à moi de rendre cette faveur à l'univers. Elle appela Jimena immédiatement. Expliqua la situation complète. L'officier arriva en 20 minutes exactes avec un dossier plein de ressources. Entre les trois, elles créèrent un plan détaillé, documentation nécessaire, options légales disponibles, refuge temporaire si nécessaire, soutien émotionnel constant. La jeune femme partit 2 heures plus tard avec un espoir renouvelé brillant dans les yeux qui avant ne montraient que du désespoir. Chloé ferma la porte du restaurant, s'appuyant contre elle avec un long soupir. Elle sourit authentiquement. C'était ce que sa vie signifiait maintenant réellement. Pas seulement cuisiner des plats délicieux, pas seulement survivre au jour le jour. Aider d'autres femmes à trouver leur chemin vers la liberté. Une semaine plus tard, une autre femme arriva cherchant une aide similaire, puis une autre encore et une autre. Chloé commença à organiser des réunions informelles les dimanches matins tôt. Un espace où les femmes pouvaient parler sans peur ni jugement, où elles pouvaient s'écouter les unes les autres, où elles pouvaient guérir ensemble. Jimena assistait toujours, offrant une orientation légale professionnelle gratuite. Sandrine organisait absolument tout avec une efficacité maternelle. Marie-Thérèse préparait de la nourriture maison abondante pour toutes. Le restaurant se convertit graduellement en quelque chose de bien plus grand qu'un simple commerce. Il devint un refuge sûr, une communauté réelle, une famille choisie. Un dimanche après-midi, alors qu'elle nettoyait après une réunion émouvante, Chloé trouva une note pliée sur une table vide. Merci de m'avoir montré que je peux être forte. Aujourd'hui j'ai quitté mon mari finalement. J'ai très peur, mais j'ai aussi de l'espoir pour la première fois. M. Les larmes coulèrent libres, mais elles étaient de pure joie. Ce soir-là, elle marcha jusqu'au square près de son appartement spacieux. Elle s'assit sur un banc en regardant les étoiles infinies. Elle pensa à la femme qu'elle avait été à peine 3 mois auparavant, brisée émotionnellement, effrayée constamment, convaincue qu'elle ne valait rien. Et elle pensa à la femme qu'elle était maintenant. Forte sans arrogance. Indépendante sans solitude, entourée de personnes qui l'aimaient. Une brise douce bougea ses cheveux. Merci de m'avoir appris à vivre pour de vrai, chuchota-t-elle au ciel étoilé. Elle se leva décidée, marcha vers son appartement illuminé. Demain serait un autre jour nouveau, avec de nouvelles femmes à aider, avec de nouvelles histoires à écouter, avec une nouvelle vie à construire, et elle serait complètement prête. Parce qu'elle savait maintenant quelque chose de fondamental. L'amour-propre n'a besoin de la permission de personne. La liberté n'a pas de prix qui puisse être payé. Et sa valeur n'avait jamais dépendu de ce qu'Olivier pensait. Elle dépendait seulement de ce qu'elle décidait de croire sur elle-même. Et elle avait décidé de croire en sa propre force. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez-moi un j'aime et commentez quelle partie vous a le plus ému. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Et ne manquez pas la prochaine histoire sur votre écran, car la vie a toujours plus de chapitres à écrire.